Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui ravi d'accueillir Marc Fiorentino de Mon Financier. Salut Marc. Bonjour. Marc, est-ce que je peux te demander de te présenter ? J'ai 59 ans dans quelques jours. Je suis marié, j'ai 2 enfants, un fils de 27 ans, une fille de 24 ans. Et le temps passe très vite. En effet, si je peux te permettre, j'ai très exactement 20 ans de moins que toi, mais tu les fais pas du tout. Hein. Donc c'est gentil. Très bien. Et tu es donc l'heureux fondateur de Mon Financier, d'un certain nombre de boîtes, écrivain, je crois. Alors du coup, je suis un entrepreneur de la finance, on va dire, D'accord. Après avoir été un vrai membre de la caste financière, notamment dans les banques américaines. Je raconterai tout ça et j'ai décidé de devenir entrepreneur dans mon propre secteur, donc depuis que j'ai l'âge de 40 ans. D'accord. Et à côté de ça, j'ai une passion, c'est la transmission de toute l'information économique en essayant de l'expliquer un peu de façon didactique. Et donc c'est ce qui explique un peu ma présence médiatique et aussi les livres que j'ai écrits. En fait, ça c'est plutôt mon hobby. En fait, il se trouve que mon hobby est principal et mon métier sont très proches. Mon métier est presque mon hobby. En effet, parce que c'est vrai que quand tu connais de près ou de loin la finance, t'as un nom qui résonne un petit peu, enfin qu'on voit passer, puisque on en parlera, mais t'as été présente donc depuis très longtemps sur BFM Business, enfin BFM Radio d'abord. À l'époque, ouais. Avant qu'Alain Veil le reprenne, j'ai commencé il y a 16 ans. D'accord. Donc c'était il y a effectivement très longtemps. Puis Alain a repris BFM, c'est devenu une télé. Enfin bon, il y a eu tout le développement qu'on connaît. Et effectivement, ça fait 16 ans que j'ai une présence régulière sur BFM. J'ai des chroniques dans Challenge, des chroniques dans l'Obs. J'ai pas mal d'activités médiatiques. J'en ai toujours eu beaucoup. Parce que c'était pour moi, je trouvais qu'il y avait une problématique de transmission de la connaissance en matière d'économie. Et comme moi, je trouve que l'économie, c'est très simple et que c'est très passionnant, je trouvais insupportable que les gens autour de moi me disent toujours on n'y comprend rien, et en fait petit à petit les gens se sont aperçus quand même que ça les concernait. D'accord. Et aujourd'hui on le voit encore plus qu'avant, avec les problématiques de pouvoir d'achat, de mouvements sociaux. Donc je me disais mais c'est impossible de pas essayer de comprendre parce que c'est fantastique, quoi. Et donc j'ai essayé de transmettre cette passion. Pour tous ceux qui écoutent ce podcast plus tard, on va dire, dans l'avenir, on est en pleine période de gilets jaunes, là, donc absolument. Voilà. Et alors. Mais il y a toujours une actualité, en fait. Ouais. Si c'est pas les gilets jaunes, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une actualité qui est liée à la macroéconomie et à la sociologie et à toutes les sciences humaines qu'on peut imaginer. Et tout ça, ça débouche sur des réalités au quotidien qui sont passionnantes. Ouais. Donc moi, c'est ça qui me passionne, c'est de partir par exemple de la démographie et puis de me dire finalement, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'économie, et puis qu'est-ce que ça a comme impact sur la gestion de l'argent, parce que je me bats aussi pour que les gens, quels que soient leurs moyens, quel que soit leur patrimoine, essayent de faire entre guillemets fructifier leur capital, parce que je pense qu'on va avoir de moins en moins d'argent en travaillant, et donc il faudra de plus en plus d'argent. Il faudra qu'on fasse de l'argent avec notre argent. Donc personne ne peut me dire aujourd'hui, ça me rend un peu hystérique quand les gens me disent j'ai pas le temps de m'occuper de mon argent, même s'ils en ont pas beaucoup. Je dis même si vous en avez pas beaucoup, même si on parle de 100 euros par mois ou 200 euros par mois, il faut s'en occuper parce que c'est essentiel, parce que ça va faire partie de votre pouvoir d'achat. Donc on est dans ce combat-là et c'est un message que j'essaye de porter. Alors je suis pas dans un combat politique, hein. Je suis dans un combat de transmission, de vulgarisation. Le terme me fait pas peur, j'aime bien, de prosélytisme. Voilà, je pense que c'est tout ça est essentiel. Les gens ont des revendications, mais derrière, il faut qu'ils comprennent au moins
les bases. Voilà, on l'a vu avec la problématique du prix de l'essence. Si on comprend pas comment est formé le prix de l'essence, qu'il y a d'abord le prix du pétrole, mais qu'il y a les taxes, et on comprend pas comment le prix du pétrole fluctue et pourquoi il fluctue. Bon, on n'a qu'une toute petite partie, on a une compréhension qui est partielle, et du coup, on a des revendications qui parfois sont totalement décalées, alors qu'elles pourraient être plus justes si elles étaient mieux comprises. Ça, c'est un truc que tu fais très bien, en particulier dans Mon Financier, mais je crois aussi pas mal ailleurs. Et alors, c'est assez marrant parce que finalement, d'aucuns pourraient penser, en tout cas, que la finance c'est chiant et le patrimoine c'est chiant à mourir, et que finalement, et toi ça te passionne, donc c'est assez c'est pas que il y a deux sujets. Il y a d'abord le fait qu'on ne peut pas ne pas le comprendre. On n'a plus le droit. Donc on n'a plus le droit parce que c'est un élément important du maintien de son niveau de vie et de son pouvoir d'achat. Donc on peut pas dire j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Je dis aux gens, vous devez au moins passer 1 heure par mois à essayer de vous occuper de votre argent. Et je dis bien, hein, je m'adresse pas du tout aux gens qui sont ultra riches ou riches seulement. Je m'adresse aux gens qui ont même 100 balles à mettre de côté par mois. Donc il y a ça, et il se trouve qu'en plus, je leur dis, une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous allez voir à quel point c'est passionnant. C'est-à-dire que bon, moi je fais de l'économie, je suis pas économiste, j'ai fait des études, j'ai fait des études commerciales, donc je suis absolument pas économiste. D'ailleurs, les gens me présentent des fois comme un économiste, mais je suis pas un économiste du tout. Hein. Je laisse ça à des gens qui ont étudié ça et qui sont des vrais pros. Moi, ce que j'essaye, c'est de montrer comment les mécanismes de l'économie. J'ai une vision de l'économie qui est une vision ultra microéconomique, c'est-à-dire j'explique aux gens, regardez autour de vous, l'économie c'est vous. C'est vous qui la constituez par vos anticipations, vos modes de consommation, par vos habitudes. Et en fait, souvent, quand j'ai ce type de dialogue avec des gens, c'est très marrant parce que je leur dis, bon, explique-moi comment tu vis. Donne-moi tes arbitrages dans ta vie. Et puis on s'aperçoit tout de suite que le type me dit, bah voilà, moi, par exemple, les fringues, j'en ai plus rien à foutre et je pars tout le temps en week-end, c'est pas cher. Bah, j'essaie de lui expliquer pourquoi ça, c'est une nouvelle tendance qui a un impact, et que derrière on peut pas acheter des actions par exemple de Carrefour si on pense ça, parce que voilà. Donc c'est tout ça, et je trouve que c'est un mécanisme qui est assez fantastique. Je vois les gens faire des jeux risques ou des jeux stratégiques, et je leur dis, mais là vous avez un jeu stratégique où il se passe 25 trucs par jour. C'est-à-dire que les cartes, on les tire. Trump, un tweet de Trump, une décision politique, une manifestation en France, une décision européenne. Une déclaration d'Elon Musk. C'est extraordinaire. Ouais. C'est fantastique. Et alors, ça, je vais revenir sur comment tu y es arrivé. Je voudrais vraiment qu'on parle de toute ton approche du contenu. Pourquoi t'es partout? Comment t'as réussi aussi à être partout? Parce que c'est pas si simple d'être dans Challenge sur BFM TV ou sur BFM et sur tous ces différents. Mais avant tout ça, je voudrais te poser une question sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu me dis, pour rentrer dans le vif du sujet, le revenu va devenir une part de moins en moins importante dans la richesse et dans et donc le patrimoine, ou en tout cas le capital, en tout cas. Le capital. Alors, pourquoi le capital, le mot fait peur, on va dire les économies. Bah, écoute, moi je suis un passionné de macroéconomie, mais je suis un passionné de la strate du haut. Les Américains disent que mon approche, c'est une approche top-down, c'est-à-dire que j'essaye de regarder le plus haut possible et ensuite de pointer avec un laser sur les conséquences que ça peut avoir. Je crois qu'on est dans une vraie rupture, une vraie révolution de la société, j'ai envie de dire même une révolution de l'économie, une révolution du capitalisme. Pour arriver à la conclusion de mon raisonnement, je pense qu'on est en train de basculer, sortir de la parenthèse du travail et en partie du salariat qui à l'échelle de l'histoire humaine a duré quelques centaines d'années, donc c'est absolument pas grand-chose, et qu'on revient à une société. On va aller et on va basculer vers une société de loisirs. C'est-à-dire, ça, c'est ma conviction profonde, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Il n'y aura pas de travail pour tout le monde parce qu'il va y avoir de moins en moins de travail, parce que la plupart des tâches qu'on fait aujourd'hui vont être des tâches, sans aller dans les délires transhumanistes et de projection de l'intelligence artificielle. Bon, je veux dire, il n'y a pas besoin de se projeter sur l'intelligence artificielle pour voir que les agences bancaires sont en train de fermer partout.
voilà, c'est pas révolutionnaire. Il n'y a pas des robots qui se baladent dans la rue. En fait, aujourd'hui, quand je veux juste couper ma carte bleue, j'appelle un banquier, alors qu'en fait, si j'ai l'application qui sait le faire, j'ai pas besoin du banquier. C'est fini. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la peine de se projeter sur des délires. On n'est pas dans de la science-fiction, on est dans la réalité quotidienne que les gens peuvent sentir déjà. On l'a vu avec Amazon, on le voit maintenant avec les banques. Les banques elles-mêmes, c'est même pas les banques qui sont remplacées par des banques online, c'est les banques elles-mêmes qui sont en train de changer de modèle. Donc, si on applique ça à tous les secteurs de l'économie, il n'y en a aucun qui échappe. On s'aperçoit qu'il va y avoir un effondrement total. Les gens de Google disaient qu'il y a 60% des emplois moyens qui vont disparaître. Moi, j'ai envie de dire qu'il y en a 80%. D'accord, donc on va vers un revenu universel. On va vers une société où, heureusement ou malheureusement, les gens en France ont toujours vécu le travail comme une contrainte. Donc, c'est une libération pour les Français de l'esclavagisme ou de l'esclavage du travail. D'accord. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on va basculer vers une société de loisirs. Le problème, c'est qu'il y a une phase de transition et qu'on va avoir 2 ou 3 générations perdues. Et on le voit très bien dans la montée du stress qu'on a quand les gens se battent aujourd'hui pour le pouvoir d'achat. Je dis aujourd'hui en fonction de l'actualité, si les gens l'écoutent plus tard, donc en fonction des mouvements sociaux qu'on a en France. C'est pas simplement pour le pouvoir d'achat, c'est qu'ils ont la perception, la classe moyenne a la perception que son job est en train de disparaître, qu'elle a plus d'utilité. Et qu'entre Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et le coursier qui apporte le paquet chez vous, il y a plus grand chose comme job. Et à terme, il y a plus grand chose. On a toujours besoin du coursier. Alors, on en a toujours besoin. Aux États-Unis, on en aura moins besoin parce qu'on aura des drones. Et puis, on commence à parler. J'ai vu la semaine dernière on commence à parler de petits robots qui peuvent faire des livraisons dans les rues et donc on aura des en bas de chez toi, au pire. Donc voilà. Donc oui, il y aura toujours besoin. Bon, alors moi, je crois beaucoup au service à la personne parce que notamment il y a l'explosion. C'est pour ça que j'aime bien la démographie qui vient à l'économie. La population est en train de vieillir, donc il faudra une assistance pour les personnes âgées. Bon, il y a plein de jobs comme ça qui vont totalement rester des aides-soignants, mais malheureusement, c'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est des petits jobs en termes de rémunération. Donc ça veut dire qu'on doit réinventer la société, on doit réinventer le capitalisme. On peut pas laisser un goût. Moi, je suis pas ni socialiste ni communiste, mais on peut pas laisser quelques boîtes capter toute la richesse. On va être obligé de taxer de façon extrêmement brutale les gens qui contrôlent aujourd'hui toute la richesse et puis de faire de la redistribution. Bon, voilà. Alors après, ça c'est une projection à 30 ans ou à 40 ans, mais comme l'histoire s'accélère, ce qu'on prévoit pour 40 ans, c'est peut-être dans 20 ans. Oui. Ok, donc ça c'est ça c'est ce qui me drive, c'est-à-dire je me dis bon, alors ça je préfère pas trop en parler parce que les gens ils se tirent une balle quand je leur dis ça, ils me disent c'était sympa mais voilà, t'es en train de nous annoncer que, alors je leur dis non, c'est positif parce que derrière on va avoir tout le temps, les gens vont travailler 20 heures à peu près par semaine ou 15 heures parce qu'il y aura pas plus de boulot. Et puis voilà, le reste du temps on pourra se balader, faire des choses. Alors avec quel revenu? Il va falloir changer totalement de mode de vie. Ce qui pose évidemment plein de questions pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont éventuellement comme toi, comme moi, qui travaillent beaucoup, qui entreprennent ou qui veulent entreprendre ou qui d'ailleurs sont dans des boîtes et voilà. Et qui se disent mais à quoi bon finalement, enfin je veux dire Non, je crois qu'il y a à quoi bon. Après il y a plein de débats, il y a beaucoup de gens par rapport à des gens comme nous qui avons la chance de faire un métier que nous aimons et qui nous passionne. Il y a quand même, je sais pas quel pourcentage de gens en France qui ont l'impression de subir leur emploi. Donc voilà, il y aura toujours quelques entrepreneurs, il y aura toujours des créateurs. Après on sera dans un monde qui sera sensiblement différent, mais ça va vite, Enfin, les choses sont en train d'évoluer. Il y a pour moi 2 éléments majeurs aujourd'hui. Moi, mes 2 drivers principaux aujourd'hui, mes 2 éléments qui dirigent toute ma pensée entre guillemets économique, c'est la démographie et la technologie. C'est-à-dire, je me dis entre ces 2 trucs, c'est-à-dire l'accélération du vieillissement de la population dans les pays développés, même la Chine, plus le fait que justement parce qu'on va être dans un mode de société où on aura de moins en moins de moyens, il va y avoir de moins en moins d'enfants. Donc on va vers un effondrement du modèle de la famille. On le voit bien déjà, les familles explosent. Et puis au début on dit c'est une explosion de la famille avec des familles recomposées. La réalité c'est qu'il y a presque plus de familles parce que les gens font des enfants hyper tard, de plus en plus tard, parce que même dans des pays
à revenus élevés parce que bon, ils considèrent que c'est un sacrifice financier. Donc quand il y aura encore moins de revenus, ils vont faire encore moins de gosses. Donc on va être dans des sociétés qui vont vieillir. Ça c'est un driver très important. Et puis l'autre driver c'est la technologie. La technologie, ce qui est en train de se passer est juste. Enfin, les gens disent que c'est une nouvelle révolution. C'est une révolution. C'est une révolution industrielle. Mais dans toutes les révolutions industrielles précédentes, des métiers ont remplacé un autre métier. Ouais. Quand on est passé de l'agriculture à l'industrie, les paysans sont devenus ouvriers. Là, il y a pas on a besoin de personne, quoi. C'est-à-dire tout le monde. Je veux dire, il faut 2 data scientists et 3 codeurs, mais il faut pas 1000 personnes, quoi. 2 bons bouquins de référence à lire de Yuval Noah Harari. Bien sûr. Il dit la même chose sur le travail. Homo Deus dans les leçons du 21e siècle, je conseille de regarder la partie sur le travail. C'est très clair. Hein. Y a pas la. Alors voilà, on peut fermer les yeux et puis se dire de toute façon c'est vrai que ça sera dans 30 ou 40 ans. Pour moi ça sera trop tard et puis pour d'autres générations. Mais d'ailleurs. Je disais, je parlais des gilets jaunes ou des gens dans les mouvements sociaux, ils le perçoivent. Les jeunes le perçoivent. Aujourd'hui, vous embauchez des gens, moi j'en embauche aussi. Les priorités sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que, quel que soit, même des gars sortis d'HEC ou d'écoles de commerce qui ont été pourtant formatés, la première question qui se pose aujourd'hui, c'est entre guillemets l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est probablement une bonne chose d'ailleurs, parce que. Je sais pas, j'ai pas de jugement, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que c'est une bonne chose si on croit à ce que je dis, c'est-à-dire qu'on va basculer vers une société de loisirs, on va dire qu'ils sont préparés. Alors la bonne nouvelle, c'est que la France elle a déjà basculé là-dedans parce que nous, le travail depuis les 35 heures, on considère que c'est quasiment illégal, quoi. Donc donc c'est super, nous on est préparés au monde du siècle à venir. On a préparé le mindset, l'état d'esprit un petit peu. Martine Aubry était une visionnaire, c'est-à-dire qu'elle avait 30 ans de retard ou 30 ans d'avance, mais elle l'a pas fait avec intelligence, mais elle a fait un truc qui a détruit le peu d'enthousiasme au travail qui restait. Et tant mieux, si le travail disparaît, ça voudra dire qu'elle avait eu raison. Oui. Alors on est déjà parti dans le vif du sujet. Je suis ravi et c'est vrai que ça nous donne une bonne intro. Comment t'es arrivé là, toi, Marc? Alors donc tu dis que tu es passé dans la finance. Moi j'ai eu plusieurs marché. Tu sors d'où? T'es parisien? J'ai eu plusieurs vies. Moi je suis parisien. Enfin parisien. Je suis banlieusard. J'ai fait des études au lycée comme tout le monde et puis ensuite je me suis dit que je voulais faire du commerce. À l'époque c'était moins à la mode que maintenant et je me suis dit je vais faire une école de commerce parce que école de commerce, je regardais les écoles de commerce, on m'a dit qu'HEC c'était la meilleure, donc voilà, j'ai fait une prépa à Louis le Grand. J'ai eu de la chance d'être pris parce que j'avais un bon dossier. Ensuite, je suis rentré à HEC. Merde, je m'en veux parce que je le savais pas, tu vois. À chaque épisode, j'ai un HEC. Je vais finir par me faire sponsoriser par HEC, je pense, parce que je vais éviter. Je vais demander, ça va être un critère de sélection parce que le problème, c'est que j'en ai trop et que du coup, je veux surtout pas. Je l'ai déjà dit, mais ceux qui nous écoutent le savent, faire passer le message qu'il faut faire HEC pour réussir. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. J'ai énorme. Il y a beaucoup d'HEC qui ont pas réussi ici, suivant les critères de business. Je ne dis pas qu'ils ont pas réussi leur vie. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait HEC, qui ont bien évidemment explosé. J'en connais beaucoup autour de moi. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait. Ça paraît. On a l'impression qu'on parle du Moyen Âge, mais j'ai fait mon service militaire. Parce que c'était important, parce que je considérais que c'était d'abord un moyen de rencontrer des gens que j'ai jamais rencontrés, et puis d'autre part, je pensais que c'était important de rendre ce qu'on m'avait donné, puisque moi j'ai eu la chance d'être boursier HEC pendant toute ma scolarité, donc je pensais que c'était... Tu le vivais déjà comme ça à l'époque, c'est pas la post-rationalisation Non, parce que en fait, pour être tout à fait cynique, c'était très couru de pouvoir, surtout quand tu sortais d'une bonne école, d'avoir des trucs, à l'époque on appelait ça P4, d'être réformé pour raisons psychologiques, donc j'aurais pu faire ça assez facilement, et en fait non, je me suis dit c'est une expérience très sympa, ça a été une expérience absolument géniale. C'est vrai. J'ai tenu d'ailleurs nous on pouvait être officier en sortant d'HEC, j'ai préféré rester
seconde classe, donc c'était très sympa. Parce que franchement, je trouvais que c'était sympa. Moi, j'avais pas mal bossé dans différents environnements en étant étudiant, et je me disais que j'avais envie de vivre cette expérience. J'ai adoré cette expérience. Dur? Pas du tout, non. Non, c'était très sympa. Bon, c'était un peu sportif, mais c'était bien. C'était très bien. Très bonne expérience, et bon, c'est pas le débat, mais c'est vrai que je pense que c'était un moyen d'intégration qui était fabuleux, quoi. Je suis un nostalgique du service militaire. D'accord. Comme moyen d'intégration. Genre. Peu de gens l'assument, je pense. Non, mais je l'assume totalement, et je pense que si on regarde notre problématique d'intégration, elle s'est accélérée avec la disparition du service militaire. C'est pas un hasard de calendrier. Ouais. Je pense que les deux événements sont liés, parce que c'était un moyen de canaliser et de regrouper des gens qui n'avaient rien à voir et qui passaient par la même case. C'est un truc fabuleux. Dans l'approche sociale plus que militaire. La notion militaire était totalement... Enfin, je veux dire, elle était là, mais c'était un prétexte. Ouais. C'était juste ce melting pot français. Le seul moyen qu'on avait, à l'époque, il y avait deux moyens, c'était l'école, et puis quand on était un peu plus vieux, c'était l'armée. Après, c'est pas du tout le fait d'être militariste ou autre, c'était simplement l'occasion de se retrouver avec des gens différents, de quartiers différents, d'origines différentes, dans un environnement où la notion de est-ce que t'es bon en maths ou pas bon en maths était pas l'essentiel. D'accord. Donc j'ai trouvé ça très bien, et ensuite voilà, après j'ai eu beaucoup de chance. Donc on est presque au siècle dernier, on est en 1983, et là je suis rentré dans des banques américaines. D'accord. Et en fait, j'ai eu la chance d'arriver. À l'époque, les marchés financiers n'étaient pas développés, et il n'y avait pas de diplômés sur les marchés financiers. On a du mal à imaginer ça. Les salles de marché dans les banques, c'était un peu comme le service courrier ou le service de la poste. C'est-à-dire que c'était des services d'administration. C'était des trucs où il fallait faire des opérations de change financières par téléx. Bon, on disait, voilà, c'était des vieux de la vieille, des autodidactes qui faisaient ça. Et il y a eu une banque à l'époque qui s'appelait Indosuez, qui a décidé de faire entrer dans les salles de marché des diplômés. Parce qu'ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer là sur les marchés financiers en 82-83. Ça s'est fait en France avant de se faire aux États-Unis. Ça a commencé à se faire aux États-Unis. En France, la première banque qui l'a fait, c'est Indosuez. Et à partir de là, tout le monde s'est dit, non, c'est pas con, il faut mettre. Mais comme l'image des marchés financiers, il y en avait pas. Ça existait pas. Enfin, ça existait aux États-Unis, ça existait nulle part ailleurs. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que moi, j'étais rentré à la Bank of America pour faire une activité de prêt aux entreprises, qui était censée être l'activité noble. D'accord. Et comme personne voulait aller en salle de marché, puisqu'il y avait que des autodidactes, moi, je suis allé parce que j'étais le dernier embauché et que j'avais pas le choix, c'était ça ou partir. Donc, j'y suis allé un peu en traînant des pieds, et puis j'ai découvert donc la passion des marchés financiers. Donc, moi, je suis devenu un homme de marché de 83 à 99-2000. Là, t'es folie Wall Street là-dessus. C'est un peu, je veux dire, là, c'est ce qu'on voit dans les films. Ça, c'est franchement, je veux dire, j'ai eu vraiment une vie. Moi, j'ai eu plein d'articles qui ont été écrits sur moi. On m'appelait toujours le Golden Boy, le Golden Boy parisien. Donc j'ai dirigé des équipes de traders, de vendeurs, de villes spéculateurs, et j'ai eu des équipes. Je suis allé dans 4 banques d'affaires américaines successivement. À chaque fois, j'ai été racheté avec mon équipe, comme on rachète une boîte, quoi. J'étais débauché comme on débauche. On était comme des footballeurs à l'époque. Hein. D'accord. Donc on nous débauchait, on nous donnait un welcome bonus qui était l'équivalent du transfert, mais c'est nous qui le touchions. Et puis en plus, on avait des salaires totalement délirants. Et on avait la chance moi j'ai toujours négocié mes transferts, puisqu'on parlait de transfert déjà, en équipe. Donc j'ai fait un transfert d'abord de 4 personnes, puis de 15 personnes, puis à la fin on a fait un transfert de quasiment 45 personnes. Donc et du coup ta banque ou ton employeur a un truc à dire, ou il te dit juste au revoir? En fait, c'est la guerre, mais en fait, comme c'était des grandes banques américaines qui travaillaient toutes ensemble à Wall Street, ça se réglait à New York avec une réunion d'avocats. Et comme elles avaient toutes des intérêts liés, elles allaient pas se rentrer dedans, voilà. Donc moi j'ai eu de la chance, c'est
c'est que en fait les marchés financiers sont devenus mainstream. C'était un truc vraiment totalement spécialisé, enfin comme je te dis, pour des gens qui étaient vraiment des autodidactes. Ouais. Et puis d'un coup, c'est devenu hype. Donc bon, moi j'ai suivi, en fait, moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai été porté par une vague qui a quasiment duré jusqu'aux années 2000, quoi. Avec l'explosion de la bulle Internet, j'ai été porté par cette vague-là. Donc j'étais spécialiste principalement du marché d'échange, mais j'étais spécialiste de tous les nouveaux produits très compliqués à l'époque. On appelait ça les produits dérivés. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc les produits les plus spéculatifs. Et puis à la fin, des gros leviers des gros leviers. J'avais 700 personnes sous ma direction. Alors j'avais toujours négocié de rester à Paris, mais j'avais des responsabilités internationales. Donc j'avais des équipes à Londres, à New York, à Singapour. Je voyageais tout le temps. Bon, j'ai une vie de dingue, hein, vraiment fabuleuse, quoi. Et du coup, tu regardes ça parce qu'aujourd'hui, il y a un côté, alors moi, enfant très 80s, hein. Ouais, c'est ça, enfant des 80s, moi je dirais, il y a un côté fascinant, évidemment, que tu vois un peu Bernard Tapie du business de cette époque. Enfin, je dis Bernard Tapie, c'est d'autres choses, mais le côté Golden Boy. Ouais, c'était plus ça, parce que Bernard Tapie, il y avait le côté fric, industrie, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Nous, on était vraiment les c'est bon, je vois le loup de Wall Street. Bien évidemment, c'était pas ma vie, mais il y a des choses, il y a des scènes que j'ai vécues. Ouais. Donc voilà. Et tu pètes pas une pile quand tu vis ça, enfin... Complètement, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. Hein. À 40 ans, je me suis aperçu, je m'étais séparé de ma femme, les enfants, je les avais vus, mais bon, voilà. Oui, on pète une durite. D'abord, l'argent qui coule à flot, c'est un truc surtout qu'on était très jeunes. Donc, démarrer à commencer beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, comme il n'y avait pas de normes à l'époque, on avait un pourcentage d'un chiffre d'affaires en commission, mais comme on connaissait pas les chiffres d'affaires qu'on pouvait faire puisque c'était une activité nouvelle, et que d'un coup les chiffres d'affaires ont explosé, on recevait des montants qui étaient obscènes, quoi. Ouais. Donc oui, forcément, ça, on pète une durite complètement. Hein. Et à la fois, tu reçois des montants qui sont obscènes, mais sur des montants que tu fais pour ta banque qui sont eux-mêmes obscènes. Je veux dire, c'est peut-être ça quasiment. Tout est obscène, en fait. Tout est délirant. Alors bon, moi je critique pas du tout. Je crache pas dans la soupe. J'ai adoré. Hein. J'ai adoré. Si c'était à refaire, je le fais demain, quoi. Ça a été des années fantastiques. On vit à 200 à l'heure. C'est un pilote automobile, quoi. On est tout le temps en train de se dire qu'au prochain virage, on va sortir et exploser. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vécu des heures incroyables. J'ai vécu les New York, j'ai vécu Londres, j'ai vécu Singapour, j'ai vécu Hong Kong. C'est fantastique. Et là, des cultures très différentes. Alors, je vais pas la jouer ethnologue parce qu'on était dans un milieu hyper fermé. Mais on vivait sur une autre planète. Ouais. Et tu vis ça donc de 82, 83 à 2000 83 à quasiment 99, 2000, ouais. Et là, je me dis que je suis en train de péter un plomb. Mais t'as des gros downs dans ce moment-là ou c'est vraiment que du tu fais pas te dégager malement. Enfin, il y a pas de les périodes de crise. Il y a aucun recul. Aucun recul. Les périodes de crise, c'est comme un joueur, quoi. Dire à un joueur le jour où t'as tout perdu. Il pense pas que c'est un mauvais souvenir, le gars. C'est-à-dire, parce que c'est peut-être là qu'il a les shots d'adrénaline les plus importants. D'accord. Donc, les cracks pour nous, moi je me rappelle du crack de 87 qui était vraiment un événement majeur. Hein, ça a été un des plus gros cracks du siècle. Mais pour nous, ça a été, même si on a perdu des fortunes, mais c'était un moment, je le vis encore quand j'en parle, je me dis c'était des heures historiques, quoi. Donc en fait, on se fout un peu de tout, c'est-à-dire que on est juste là pour l'adrénaline, quoi. Le fait de gagner, de perdre, c'est presque pas important, quoi. Ce qui est important, c'est d'abord on a l'impression d'être les maîtres du monde, parce qu'on dirige plein de choses. Les financiers font sauter des pays. On se rappelle de Soros qui fait sauter la livre sterling en 92, qui font sortir les pays du système monétaire européen. Enfin donc je veux dire, on se dit, on attaque le franc. Il y a des trucs. On attaque les monnaies des pays en difficulté. Donc on se dit, en fait, on peut faire sauter un gouvernement, quoi. Donc on se prend pour des dieux qu'on n'est absolument pas, malheureusement. Et
et donc on pète tous un plomb, quoi. Mais bon, voilà, on vit 24 heures sur 24. Les marchés financiers s'arrêtent jamais. Ouais. Ils s'arrêtent le week-end, mais la nuit, il y a l'Asie, le soir, il y a les États-Unis. Donc, on a un copain, enfin, vous êtes réveillé à 4 heures du matin par un type de Tokyo. Enfin bon, c'est une vie comme dans les films, quoi. Ouais. Vivre comme dans un film, c'est quand même vachement sympa, quoi. Et c'est sûr, et je trouve que le monde a évolué. Alors, quand tu le vois, j'ai l'impression, quand je dis que je suis un enfant des années 80, il y avait une vraie fascination, presque admiration pour ce... Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens regardent ça quand même avec dégoût. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Là, je porte pas de jugement, je voudrais juste plutôt avoir le tien. Ça a été rejeté. Je suis pas dans cet état-là. C'est-à-dire que je me dis, je suis pas comme les mecs qui ont quitté la finance pour devenir prêtre. Moi, je crache pas du tout dans la soupe. Je trouve que c'est une période qui a été une période incroyablement fascinante. Bon, on a fait ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai un regret T'es pas dans un repentir en tout cas. Ça, non, ça c'est sûr que non. Ça c'est d'abord, je déteste cette démarche-là, elle m'énerve. Ouais. Parce que c'est trop facile de dire voilà, j'ai fait ça et puis maintenant je le regrette, on revient pas en arrière, donc ça sert à rien. J'ai fait ce que j'ai fait, j'assume. Bon, ça a été fascinant, passionnant. En plus, j'en suis d'autant plus content que c'est là que j'ai alimenté et nourri ma passion pour la macroéconomie, pour la finance, parce que bon, bien évidemment, les marchés financiers, au-delà de tout ce qu'on peut voir de négatif sur les marchés financiers, c'est aussi le réceptacle de tout ce qui se passe partout dans le monde. Le moindre événement, c'est l'effet papillon, quoi. Donc c'est fantastique. Donc c'est là que j'ai vraiment développé ma passion pour tous les événements de la vie économique, sociale, politique, et leur impact sur les marchés, et leur impact sur l'argent. Avant d'aller sur la suite qui m'intéresse particulièrement, dans cet univers-là, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as réussi et où, pourquoi? Moi, je pense que j'ai eu vraiment... je le sais maintenant, ça, tu parlais de dire des choses avec le recul ou sans recul. Avec le recul, aujourd'hui, je sais que je pensais que c'était grâce à mon talent. En fait, j'ai simplement eu du bol, quoi. J'étais un peu comme Macron, j'ai été porté par les événements. Et à l'époque, quand t'es porté par les événements, comme lui aussi, tu crois que t'es bon, alors que t'as juste eu beaucoup de chance. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance, et à l'époque, j'ai cru comme lui que j'étais très bon. Mais en fait, il faut être très humble, et je m'en suis aperçu après parce que je me suis pris quelques claques. Je me suis aperçu que j'ai eu beaucoup de chance. Après, il faut effectivement la saisir un peu, mais je crois que ça a été principalement du bol. D'ailleurs, j'étais à une réunion d'entrepreneurs et j'étais frappé par le nombre de gens qui mettaient dans les critères de réussite la chance. C'est incroyable. C'est assez fascinant parce que les gens, d'habitude, bon, c'est toujours les mêmes trucs. Faut se lever tôt le matin, faut bosser, Et puis, je voyais des gens, avec le recul, des gens qui étaient plutôt sur leur fin de carrière entrepreneur, et quand on discutait des éléments, à chaque fois, le truc qui ressortait, c'était une rencontre. Pourquoi cette rencontre? Le bol. Mais Maxime Topolov, qui est donc l'épisode juste avant que j'ai tourné la semaine dernière, quand on a fini le podcast, on continue à parler 5 minutes, et puis il me parle de la chance et de sa croyance, et du fait de dire, et je lui dis c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé parce que pendant l'épisode, mais je pense que c'est un très très commun, beaucoup de gens qui et puis surtout quand on a le recul, c'est-à-dire quand on arrive à un certain âge, bon, qu'on a un peu plus d'humilité généralement, on se dit avec le recul, avant on se dit qu'on a été très bon et qu'on était un génie, et puis plus le temps passe et puis on se dit en fait j'ai eu énormément de bol. Après j'aimerais faire un épisode sur la chance et vraiment dédié là-dessus. Il faut pas, en revanche, attendre la chance. Ce que je veux dire, c'est que la chance, elle se provoque. Faut quand même poser des pions un peu partout. Faut se bouger les fesses. Faut bosser beaucoup. Faut rencontrer des gens, je pense. Ouais, je voilà. pense que l'élément. Rencontrer des gens. Exactement. En fait, je pense que c'est l'élément essentiel. Avec le recul, en fait, tout vient de. Et d'ailleurs, c'était marrant dans cette réunion-là. C'était ce qui revenait le plus. C'est les rencontres. Oui, mais oui. Évidemment. C'est les rencontres. Et, je devais dire plutôt, au-delà des rencontres, là, moi je suis le premier à vouloir rencontrer plein de gens, mais toi par exemple dans ta démarche aujourd'hui, on va y venir après, il y a aussi le fait d'être visible. Le contenu que tu produis doit pouvoir te donner une certaine visibilité qui fait que tu crées des rencontres. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que, par exemple, j'ai découvert
la façon de devenir visible dans les médias, c'est qu'un jour il s'est passé un truc sur les marchés, que quelqu'un était pas là, il y a un journaliste qui appelle, c'est moi qui le prends, et on trouve que ce que je dis alors oui, on trouve que ce que je dis est pas mal. Si j'avais dit des conneries et que j'avais bégayé, bah c'est sûr qu'on m'aurait pas rappelé. Donc oui, d'accord, il y a une part de petit talent, mais si j'avais pas eu ce coup de fil, je serais jamais passé. D'accord. Donc à partir de là, je découvre les rouages à l'échelle microscopique. On n'est pas dans des thèmes qui sont très grand public, qui l'étaient pas, mais qui le deviennent. Bon, les rouages médiatiques. Bon, voilà. Donc ensuite, voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve sur BFM? Voilà, c'est des rencontres. Et puis effectivement derrière, bon, bah si on n'assure pas et si on n'est pas passionné, je crois qu'il y a la chance et la passion. Voilà, c'est tout. La chance, c'est énorme. Alors c'est pas très rassurant parce que on peut la provoquer, mais bon, effectivement là où tu as raison, c'est si on reste seul dans son bureau, la tête dans les bras, il va rien se passer. Oui, en effet. Moi, je connais des gens des personnes qui attendent la chance, qui l'attendent littéralement. Non, il faut pas du ciel. Il faut rencontrer du monde. Je crois beaucoup aux rencontres, énormément aux rencontres. Je pense que c'est la clé. Oui. Oui, et physique, c'est mieux, mais après, ça peut être du téléphone, des contacts. En tout cas, je veux dire, le digital peut te permettre. Mais croiser des gens, rencontrer des gens, c'est la clé. Du coup, si je reviens sur cette période, tu fais un gros paquet d'argent. Tu arrives à l'aube des années 2000. Tu as mis beaucoup de côté, du coup, tu crames, comment ça se passe ? Je crame énormément, et en plus, je suis joueur. C'est-à-dire que je spécule sur les marchés, je fais faillite deux fois. Faillite personnelle. Ce qu'on disait ou ce qu'on dit qu'il faut absolument pas faire, c'est ça, non, normalement, ou j'exagère? Non. Enfin, chez un trader, c'est comme un joueur. Ouais. Un joueur, bon, il fait forcément, il perd tout forcément à un moment. On parle de quel montant? Je sais pas si. Je veux pas donner de chiffres, mais je perds tout, quoi. Je perds tout. Alors c'est moins chiant quand on est célibataire, mais quand on est marié avec 2 enfants, c'est un peu chiant parce que. il faut déménager, on a un appart. À quel point, c'est ça ce que j'ai demandé. Voiture, appart. Il faut vendre l'appart, il faut louer. Enfin bon, c'est un peu chiant, quoi. Mais je regrette pas, quoi. Enfin, c'est affreux à dire, mais bon, voilà, parce que c'était de l'adrénaline pure. D'accord. Et ça vaut tout. Bon, après, on a la sagesse, mais la sagesse, c'est pas marrant, quoi. Ouais. La folie, c'est marrant. Moi, je regarde ça avec. Pas avec regret, parce que je l'ai vécu, donc c'est fantastique. J'aurais regretté de pas l'avoir vécu. Enfin bon, je savais pas ce que c'était, mais donc oui. Aujourd'hui, ton business, c'est quand même plus la sagesse que la folie, non? Ouais, c'est malheureusement, ouais. C'est parce que je suis devenu très vieux, mais c'est pas. Enfin, c'était plus sympa avant. Ouais. C'était beaucoup plus sympa avant. Ouais. Et du coup, tu fais banqueroute 2 fois, tu t'arrives à un moment, tu te dis j'arrête, tu rebondis. Je rebondis et là je me dis je vais passer du mauvais côté du côté obscur de la force là. Ouais. Donc j'arrête tout à 40 ans et je me dis à ce moment-là, je vais devenir entrepreneur dans la finance. Donc tu sais quand tu arrêtes tu sais ce que tu veux faire. Non, je sais pas ce que je veux faire. Je sais que je vais faire de la finance. Ok. Et je me dis, je vais essayer d'être entrepreneur dans la finance. Ok. Voilà. Donc là, je monte une boîte qui porte le même nom qu'une des boîtes que j'ai aujourd'hui. Bien évidemment, là à cette époque-là, j'ai pas le recul, donc je pense que je suis un génie et que j'ai eu de la chance, mais que j'étais surtout un génie. Tu penses littéralement que t'es un génie? Ouais, je pense que vraiment, j'ai un ego surdimensionné. Je pense que je suis un génie, et donc bien évidemment, je monte un truc totalement mégalo. J'engage 70 personnes sans avoir de clients. D'accord. Et bien sans avoir de financement? Sans avoir de financement. Non, j'avais pas de besoin de financement. Sur fonds propres. D'accord. Ok. Et surtout, j'avais même pas vraiment. Enfin là, aujourd'hui, on sait tout sur les entrepreneurs. Moi, je travaillais que dans des grosses boîtes. En 2000, là, on est par là. Ouais, 2000. Ouais. Mais bon, à l'époque, on est en 99-2000 et bon, même si à l'époque il y avait déjà les gens qui montaient leur site internet et tout ça, mais moi, je n'avais pas pris de cours d'entrepreneuriat, je savais pas ce que c'était. Je sortais de très grandes boutiques, et puis j'avais gardé les mêmes mécanismes que dans les grandes boutiques. Bon,
Donc prendre des grands bureaux, prendre des architectes qui font des prix délirants pour des grands bureaux. Enfin, j'avais tout continué à fonctionner comme avant, en me disant que comme j'étais génial, de toute façon, j'allais faire des chiffres d'affaires incroyables. Bon, au résultat des courses, je me suis planté. Au bout de 2 ans, enfin, une fois que j'ai bouffé à peu près une partie de l'argent que j'avais mis dedans. Et là, c'est là qu'on va dire que l'histoire se réécrit de façon totalement différente, quoi. Et donc, en 2 mots, donc tu fais quoi, du produit financier? Tu fais quoi? C'est quoi ton Je voulais monter, enfin en toute humilité, je voulais monter ce que j'avais vécu dans les grandes banques d'affaires américaines. Je pensais que j'allais monter une banque d'affaires à l'américaine en France. D'accord. Avec toutes les activités, de la gestion, de la vente de produits financiers, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer. Bon, bien évidemment, je me suis totalement planté. Et donc, là, c'est là qu'est venu l'âge de raison, quoi, vers 42, 43 ans. Et là, j'ai décidé d'entreprendre, mais de façon plus modeste. D'accord. Et donc, j'ai monté une société qui s'appelle Euroland, qui existe aujourd'hui, qui marche bien, qui fait du conseil aux petites sociétés cotées. D'accord. C'est-à-dire que je fais des introductions en bourse, je m'occupe d'entrepreneurs qui ont des sociétés cotées, je les aide à lever de l'argent. Donc ça, c'est une affaire aujourd'hui qui marche bien. Et donc, petite société cotée, c'est donc on va parler d'Alternext ou de c'est ça, là, voilà. ce qu'on appelait Alternext, qui s'appelle Euronext Growth maintenant. Oui, en effet, et Euronext, c'est effectivement, voilà, c'est ça. Marché, enfin voilà, c'est ça, nom. À l'époque. Ouais. Et donc là maintenant, c'est des boîtes qui valent entre 10 et 500 millions d'euros. Ouais. Et donc ça, c'est mon activité principale. D'accord. Donc là, j'ai eu des gens que j'ai employés à l'époque qui sont aujourd'hui devenus qui ont vieilli et qui sont aujourd'hui mes associés, que j'ai fait monter au rang d'associés, et donc qui sont très actifs. D'accord. Donc ça, c'était ça. Et puis donc ça, c'était ma phase de grand calme. Donc là, vous commencez quoi, 1, 2, 3, et puis tu fais... Non, parce que comme je venais de 80 personnes, il en restait quand même une dizaine, donc on est monté du 8 à 10 personnes. On était 8-10, et puis là, on est une vingtaine. Ok. Donc là, je me suis bien calmé avec cette société, et puis ça m'a repris, mais sans folie, il y a 7-8 ans, où je me suis dit, je fais du conseil aux entreprises. Comme j'étais présent médiatiquement et que mon public, c'était plutôt un public de grand public, et que je voyais plein de gens qui savaient pas quoi faire de leur argent. Déjà présent, là? Ouais, j'étais présent depuis plus de 16 ans, 17 ans. Bah, ça doit faire depuis les années 2000, ouais. Voilà. Donc du coup, en parallèle, c'est ça, parce que c'est vraiment pour moi une des spécificités de Marc Fiorentino, enfin voilà, une de tes marques de fabrique, hein, mais vraiment la présence par le contenu. Ouais. Je pense que t'es un vrai publisher. T'as senti ça avant beaucoup, je crois. Ouais, j'aime le contenu économique et financier. Ouais. J'adore ça. Et du coup, t'as publié pas mal de choses. Donc en parallèle, pour revenir juste sur Euroland, donc Euroland existe toujours. On trouve des infos sur quoi, euroland.fr ou .com. Euroland Corporate. Voilà, et donc de vous conseiller des sociétés. On a 42 clients qui sont des sociétés cotées et on les aide. Certaines, on les a aidés à s'introduire en bourse, et puis on les aide à lever de l'argent, on les aide à faire des acquisitions, on les aide à se vendre. On est une petite banque d'affaires. D'accord. Et donc tu factures quoi, t'as des commissions, mais surtout du jour homme ou les deux? Non, pas du tout. Ok, d'accord. De commission ou forfait à l'année. Ok, très bien. Et donc en parallèle de tout ça, à quel moment tu te lances dans le contenu? Bon, en fait, ça a commencé très tôt, parce que comme j'étais un des rares spécialistes en France des marchés financiers dans les années 80, j'ai gardé un book que ma mère gardait précieusement de tous les articles dans la presse et autres. J'ai été interviewé plein de fois. Dès les années 80. J'ai eu un portrait de moi, plein de portraits de moi dans la presse dans les années 80, le Golden Boy, le machin, le truc. Mais c'est pas pareil d'être interrogé. Non, et donc là je découvre les médias, et là je me dis, c'est surtout au moment de 2000 et ensuite au moment la crise financière. Enfin plutôt 2000-2001, l'explosion de la bulle Internet, 11 septembre après, et là je viens dans les médias, et puis je me dis c'est sympa, je suis interrogé comme tu dis, c'est très intéressant, mais je pense je m'aperçois qu'il y a une demande énorme de compréhension, il y a une incompréhension totale, surtout en France. Où il n'y a pas de culture économique et financière, et donc je me dis tiens, il faut que j'ai envie de faire ça. D'accord.
J'ai envie de faire ça et donc je me mets à le faire. Donc ça commence par un bouquin. Ça commence par, à l'époque c'était pas des blogs, mais D'accord. je commence à écrire des petits trucs à gauche, à droite. Et puis, pardon. C'est quoi ton premier, je veux dire, t'as un souvenir de tes premiers contenus que tu publies, comment, pourquoi? Je raconte toujours beaucoup les histoires de marché, c'est-à-dire que je raconte comment ça se passe sur les marchés, qu'est-ce qui se passe, les gens comprennent pas du tout, quoi. Donc, mais ça c'est du quotidien, parce que pour suivre les marchés, voilà, tout le temps présent, c'est des notes. Mais c'était mon métier, ça. Ouais, donc je raconte mon métier, quoi. Ok. Voilà. Tous les jours. De temps en temps, à gauche, à droite, j'écris des articles et puis petit à petit, voilà, je rentre dans la sphère médiatique. Et parce qu'on voit souvent qu'il y a une question de cadence dans le contenu, c'est-à-dire que beaucoup de gens, j'ai eu par exemple Greg Pouy qui a un podcast également, qui est un gros blogueur, j'ai eu quelques personnes qui non, vas-y, vas-y, Marc est en pleine, voilà, je tousse un peu. Voilà, il tousse, il me demande de voilà, couper. Non, c'est bon, comme j'essaye de pas couper, mais non, on y va. Je peux. Mais si tu veux, tu me le dis. Pas de problème. Et en fait, j'ai l'impression que la clé du succès, c'est quand même alors je vais dire bourriner, c'est pas un bon terme, mais d'être présent tout le temps. Alors moi, je sais pas, je connais pas la clé du succès parce que je sais pas, mais ce que je sais, c'est que en fait, ce que j'aime bien, moi, je me nourris du quotidien. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est, il se trouve que l'histoire s'accélère économique et donc il se passe des trucs tout le temps, quoi. Donc moi, mon idée, très rapidement, ça a été de dire, en fait, il se passe plein d'événements. Les gens comprennent pas comment les interpréter d'un point de vue économique et ensuite d'un point de vue patrimonial. Ouais. Et ça a un impact sur leur argent, donc je vais expliquer ça. Voilà, ça a été ça ma démarche. Ma démarche, ça a été de me dire, mais je comprends, les gens font pas le lien entre ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ils comprenaient pas. Alors les crises, c'est vrai que c'est là que les gens s'intéressent à l'économie et à la finance. C'est les crises. Pourquoi ? Parce que là, ils ont peur. Ouais. Donc c'est les seuls moments où les gens s'intéressent à leur pognon. C'est-à-dire en 2008, bon voilà, tout le monde me demandait est-ce que la BNP va fermer ? Est-ce que la Société Générale va faire faillite ? Est-ce qu'il faut mettre l'argent à la poste ? Enfin, ça paraît fou aujourd'hui, mais c'était les questions qu'on nous posait au quotidien. Et par définition, dans ce contenu au quotidien, alors là c'est pas du tout encore une fois un jugement de valeur, c'est une question, mais tu dis forcément beaucoup de conneries. Non, parce qu'on n'est pas dans je donne mon avis sur ce que fait le président. Tu dis pas il faut vendre cette action, il faut acheter par exemple. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans l'explication du mécanisme. Okay. Comment je réfléchis, comment je prends ma décision. Je vais pas dire acheter telle action ou acheter l'euro, mais je dis voilà, l'euro a baissé hier. Voilà le mécanisme qui a fait que ensuite les gens font en fonction de leurs propres anticipations ou de leurs propres compréhensions. T'essayes de donner les clés plus que je donne les clés. D'accord. En fait, ce que j'ai voulu faire, moi j'ai toujours trouvé que les financiers étaient insupportables et qu'ils avaient ce côté un peu, j'utilise un verbiage incompréhensible pour garder ma distance, être sur un piédestal et puis éventuellement faire de l'argent sur le fait que les gens comprennent rien. C'est ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que plus tu fais un produit compliqué, moins les gens le comprennent, plus tu peux prendre des commissions qui sont énormes et des marges énormes. C'était ça l'idée, ça a toujours été ça l'idée. Le problème, c'est que si t'expliques trop et que le mec comprend, il dit attends, pourquoi là tu prends 4%, ici tu prends 2%, et donc en fait il vaut mieux garder les gens dans une sorte de brouillard. Et moi je trouvais que c'était sympa d'expliquer aux gens comment ça fonctionnait, c'est-à-dire donner un peu tu vois, d'être un peu le mec embarqué qui est à l'intérieur, qui suit les troupes sur le terrain et qui raconte ce qui est en train de se passer. C'est ça ma passion, et d'expliquer comment tout se fait. Et donc tu commences un peu après Roland, tout ça. Je commence quasiment en parallèle. Roland, j'avais commencé un peu dans les années 80. Je commence à écrire un petit bouquin qui est pas publié à compte d'auteur, mais qui est publié par un petit éditeur très sympa qui s'appelait Bourrin à l'époque, et ça s'appelle Tu seras un homme riche, mon fils, où je sors de dialogue avec un fils qui était plus vieux que mon fils à l'époque, et dans lequel j'explique comment il faut faire pour devenir riche. Et bon, ce bouquin qui était censé être un petit bouquin, il se trouve qu'il marche plutôt pas mal. Toujours aujourd'hui ? Non, à l'époque, parce qu'il est plus du tout adapté. Et voilà, et là je me dis tiens, c'est marrant, les bouquins c'est sympa,
Et en fait, quand la crise de 2008 arrive, là, je me dis, c'est tellement énorme, il faut que je raconte, quoi. Et du coup, ton objectif là-dessus, c'est quoi? Je veux dire, c'est de la passion, c'est juste raconter. Il y a un objectif business derrière dès le début. C'est vendre des bouquins et faire du pognon, ou t'en as assez? Non, ça, franchement, ça rapporte rien. Ouais. Bon, j'ai eu de la chance de faire 2-3 vraiment des gros best-sellers. Donc, bon, c'est de l'argent quand même. Hein. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est d'abord, c'est de se foutre. C'est hyper challenging un bouquin. C'est-à-dire qu'il faut l'écrire. Et puis ensuite, moi, j'aime pas le truc, les gens me disent, ouais, mais c'est pas grave, écrire un truc qui t'intéresse, si ça se vend pas, au moins t'auras fait un truc qui te passionne. Je considère qu'un bouquin que tu fais, même si t'as passionné, s'il se vend pas, c'est que c'est une merde, quoi. Donc c'est hyper challenging parce que derrière, t'as le stress, quoi. Le stress des ventes, c'est pas la séance de 14 heures, pour le mercredi pour les films qui sortent, mais c'est quasiment ça, quoi. Après, en plus, quand il y a eu sur Amazon, je suivais ça heure par heure. Donc, je sais pas, c'est le challenge, quoi. C'est un peu sportif, quoi. C'est comme de faire un marathon. C'est ton reste de jeu qui te reste un marrant, petit peu. Ouais, c'est génial, quoi. Ouais. D'écrire un bouquin. Moi, j'en ai sur les, je me rappelle même plus, 8 ou 9 que j'ai écrits. J'en ai eu 3 qui ont vraiment explosé. Franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai fait toute la tournée des plateaux sur Amazon. J'étais en tête des ventes. Enfin, c'était des trucs de dingue, quoi. J'ai été, il y avait le truc au Bristol des 20 plus grosses ventes de l'année. J'étais en double page. Je crois que c'était dans Paris Match. Je me rappelle plus dans quel journal ou dans Le Point ou. J'étais l'intrus, quoi. C'était très drôle, quoi. J'étais entouré de vrais écrivains et moi j'étais là au milieu. Je trouvais ça incroyable, quoi. Mais tu sais que en préparant ce podcast, j'ai réalisé ce que je ne savais pas, que j'avais lu de tes bouquins, en fait. C'est marrant, ça. Et c'est assez marrant. Alors, j'ai dû lire Un trader ne meurt jamais. Alors ça a été un énorme... Alors ça, c'est le bouquin. Ça, c'était la crise de 2008. Donc c'est autour de Goldman Sachs, entre autres. Non, pas du tout. T'en as pas écrit un aussi là-dessus? D'accord, mais celui-là, je l'ai lu. Celui-là, en fait, au début, ça devait s'appeler Journal d'un trader. D'accord, ok, ouais. Donc là, je tiens le journal de la crise. D'accord. Et je raconte l'histoire d'un mec qui essaye de gagner de l'argent et la crise se produit et voilà toute son histoire. Donc ça a été une expérience incroyable parce que d'abord j'ai pris un donc c'est romancé, hein. Ouais, ultra romancé. J'ai pris un pied incroyable à écrire le bouquin. Et puis derrière, je tombe au moment où les médias, je sors le bouquin. Alors là, on parle de chance. Je sors le bouquin au moment où tous les médias se disent bon, il faut qu'on comprenne quand même ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Plus on déteste les traders, plus l'affaire Kerviel, plus. Donc je tombe sur je suis le trader qui va raconter la finance de l'intérieur. Mais tu te fais un peu défoncer quand même, du coup, ou pas trop. Ça m'aurait pas fait chier, mais je me suis pas trop fait défoncer. Je me fais défoncer parce que j'ai des, notamment, je me retrouve face à des mecs comme Besancenot ou des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, mais ça c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, des joutes verbales, ça c'est des souvenirs incroyables. Ouais. Besancenot qui m'emmerde. Moi, il se trouve que mon père a travaillé à la Poste et était trieur la nuit, donc je l'ai renvoyé dans ses buts, quoi. Ouais. Parce qu'il m'explique, les mecs comme moi, ils comprennent rien. Et que lui, il est à la Poste. Je lui dis, écoute, en gros, je lui dis, ferme ta gueule, parce que toi, ton père, il a jamais bossé comme mon père a bossé. Donc je lui dis voilà, moi je m'en suis sorti et je suis très fier de m'en être sorti. Non, c'est un souvenir extraordinaire. Donc là, des médias, là j'ai fait ce bouquin-là, j'ai fait un autre bouquin dans la crise de 2010-2011, la crise de l'euro et autres, qui s'appelait Sauver votre argent. Où là je me dis il faut que j'explique aux gens parce qu'ils étaient tellement paniqués. Je me dis il faut que je fasse un bouquin pour dire aux gens comment faire pour sauver leur pognon puisqu'ils avaient peur de perdre tout leur argent. Et là le bouquin celui-là aussi il a fait un carton. Enfin on parle de 140 ou 150 000 exemplaires vendus. Donc c'était quand même assez génial. Donc j'ai fait 2 types de bouquins. J'ai fait des romans et j'ai fait des guides financiers. D'accord. Voilà, les romans, c'est très excitant. Les guides financiers, je peux pas dire que ce soit excitant. Mais ça fait partie du jeu. Si on se dit qu'on veut apprendre aux gens à servir à gérer leur argent, il faut jouer le jeu, quoi. Et tu fais ça, du coup,
en gérant une boîte, puis 2 boîtes, parce que tu allais me raconter que tu en avais eu une autre après, enfin, même plus maintenant, en gérant du contenu presque quotidien sur maintenant des newsletters et même une vidéo. Enfin, tu m'expliques comment un seul Marc Fiorentino fait ça? Non, c'est franchement, alors ça, c'est pas du tout. Je veux pas faire. Je dors 8 heures par jour, donc je veux pas faire le mec qui dort 3 heures par jour. Et non, j'ai sacrifié une grosse partie de la vie sociale. Parce que voilà, j'en ai eu une très active jusqu'à mes 40 ans, un peu folle, et puis donc je suis rentré dans une phase un peu plus calme. Non, j'ai énormément de temps en fait. Bon, moi j'étais habitué à gérer 700-800 personnes. Je gère des petites boîtes là, donc pour moi, bon voilà, passer de 700 ou 800 personnes à 25 personnes, c'est. Et peut-être qu'aussi t'as compris un peu que parce que moi je vois beaucoup de monde qui me disent mais j'ai absolument pas le temps de faire ça. Mais en fait t'as compris que c'était stratégique pour toi. Non, moi j'ai vraiment du temps. C'est-à-dire, je sais pas comment ça se fait. Je sais que tout le monde est surpris, mais j'ai du temps. Je suis pas débordé. Vraiment, je suis pas débordé. Alors, mais j'avoue que j'hallucine un peu parce que. Non, mais c'est pas du tout un snobisme. Hein, c'est pas du tout. Et je dis bien, hein, je dors la nuit, je prends mes week-ends. Je veux dire, je suis pas Xavier Niel. Je suis pas. Voilà, ça c'est des mecs. Je suis pas Patrick Drahi. Bon, moi, je suis à la tête de boîtes qui sont, à mon avis, parce que je me suis pris des claques avant, qui sont un peu trop petite pour moi et que j'aurais pu faire beaucoup plus gros et que j'ai pas eu le courage de faire plus gros parce que je me suis planté plusieurs fois. Et bien, non? T'as pas l'air malheureux? Si? Non, je suis pas malheureux, mais ça c'est un regret. C'est un regret, c'est-à-dire que comme je suis tombé plusieurs fois, j'ai eu la trouille de. C'est un regret, si, parce que j'aurais pas dû avoir peur en fait. Il faut remonter à cheval. Tout de suite quand on se casse la gueule et quand on a un accident de voiture, faut tout de suite reprendre une bagnole. Oui, c'est une vue de l'esprit aussi. Je veux dire, après, tu te dis que c'est pas assez gros. Tu fais quand même pas mal de choses aussi en parallèle. Non, mais ça c'est un vrai regret. Non, ça, je pense que j'admire moi les entrepreneurs que je ne suis pas, qui ont fait de la croissance et que j'ai connu. Je dis qu'on a démarré avec pas mal de gens ensemble et qui ont aujourd'hui des vraies grosses boîtes. Je pense que quand on a la capacité de le faire, faut le faire. Peut-être que j'avais pas la capacité de le faire. Non, ça c'est c'est un regret. C'est un regret. Je pense qu'un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pas peur de tomber. Moi, j'ai eu peur de retomber. Et quand on a peur de retomber, ça c'est très très mauvais quand on est entrepreneur, très mauvais. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, il y a une part de risque qui est très important. Je veux dire, si on a peur de tomber, j'ai presque envie de dire, faut pas être entrepreneur, quoi. Donc voilà, donc j'ai compensé ça par le fait de faire des boîtes qui étaient petites. Dont je suis très fier, mais je pense que voilà, par rapport à l'ambition que j'avais au début quand j'ai monté, quand je suis devenu entrepreneur, et l'effet de balancier a été trop brutal, je pense. Alors c'est aussi une manière parce que tu as été habitué à des chiffres aussi extraordinaires et du coup probablement que il y a la manière dont tu le vois. Je veux dire, dans des gens qui nous écoutent, quand tu fais une boîte qui fait 1, 2, 3, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est à la fois petit et à la fois très gros. Oui, mais je veux dire, c'est comme si on est joueur de tennis. On a envie de gagner Roland-Garros, quoi. Enfin, alors on peut être prof, c'est pas du tout méprisant. Hein. Moi, je suis un peu devenu prof de tennis dans un club de province, quoi. Donc, je trouve ça. Donc, c'est pas une question d'accumulation ou de richesse ou de choses comme ça. C'est que je pense qu'un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pas peur de grandir et donc qui a pas peur de tomber. Voilà. Je donne mon avis dans ce podcast et je dois dire que je suis pas forcément d'accord parce que je pense qu'un vrai entrepreneur ça peut être un prof de tennis ou un type pour prendre ton image, mais quelqu'un moi quand je te vois quand je t'ai vu on se connaît pas ou mal, hein, ça fait quelques semaines et quand je te lis, quand je t'écoute, je trouve que t'as l'air assez accompli, assez sûr de toi. Non, mais du coup, je veux dire, t'as l'air assez heureux en soi. Ouais, mais c'est pas. Je sais pas si c'est un objectif en soi. Enfin, moi, j'ai toujours été dans la compétition. Ouais. J'étais à la compétition sur les marchés, je l'ai gagné ou en partie. Dans l'entrepreneuriat, non, j'ai des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui sont entrepreneurs, qui ont vraiment réussi, qui ont monté des grosses boîtes. Pas une question d'argent, hein, je dis bien.
Bon, je trouve que quand on mais il y a une question d'équilibre, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que tu as un certain équilibre. Ouais, mais c'est ça pas, t'intéresse pas mais ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est un truc de millénial, c'est pas pour moi, ça, c'est un truc de génération. C'est un truc génération. Moi, le baby-foot, les fruits secs le matin, et c'est pas mon truc. Je m'en fous complètement. Les sièges en couleur non, c'est pas bon. Et les pommes. Le quinoa, bof. Non, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis très à l'ancienne. Et, non, je dis pas que je suis malheureux, je suis super heureux. Je dis que je considère que je suis un bon entrepreneur, mais je considère qu'un très bon entrepreneur, quand on veut être dans la compétition, c'est quelqu'un qui a pas peur de grossir, quoi. Voilà, c'est tout. Vous m'excuserez, dans l'univers des podcasts, on préfère les graines de chia, le yoga, le développement. Et moi, je reçois des invités. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, Marc, parce que mais moi, j'ai ce côté c'est aussi pour ça que je te titillais un peu, ce côté d'assumer cette approche Golden Boy, ces passages, mais c'est haut, c'est bas, de les livrer aussi sans complexe et même ces petits regrets. Moi, je trouve ça assez intéressant et je te remercie de dire tout ça. Du coup, j'ai pas cette perception parce que je trouve que c'est assez admirable, mais et notamment sur aussi toute cette approche encore une fois, hein, mais de la stratégie sur laquelle tu le fais, le contenu, moi tu vois, on a un ami commun, en tout cas non, peut-être pas un ami d'ailleurs, mais une connaissance commune qui est Romain Dessalles, qui est donc que j'ai reçu sur ce podcast, que le fondateur de Time to Sign Off, un garçon formidable, un garçon formidable, très belle réussite, mais tu vois, très belle réussite. Il a, si je prends tes critères, c'est pas une réussite. Non, alors je me suis mal exprimé. Je parle pour moi. C'est pas du tout un jugement, pas du tout. Moi, j'ai une énorme admiration pour même des artisans qui sont à trois. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est pas du tout. Il faut pas du tout le prendre mal. C'est-à-dire que je trouve que tout entrepreneur, c'est formidable. Je dis simplement que voilà, sur tes critères à toi, sur mes critères à moi, c'est pas une réussite. Voilà, c'est ça que je dis. Moi, c'est pas un jugement sur les autres du tout, pas du tout, surtout pas. Alors vraiment, tu parles de Romain, je pense que c'est un mec fabuleux et qui a vraiment, pour moi, il a réussi. Voilà, il a réussi. Donc pour moi, c'est évident qu'il y a assez grosse réussite, mais je trouve que c'est sympa d'être dans la compétition et dans la course et d'essayer d'être le plus gros, quoi. Bon, mais c'est très 80s, hein. Moi, je pense que je suis ultra ringard, quoi. Quand tu vois, les mots d'équilibre, vie privée, que j'ai atteint, mais je trouve ça totalement naze, quoi. C'est pas le but, quoi. Le but, c'est de s'envoyer en l'air, quitte à sortir de la route. En fait, je regrette, je veux dire, la course automobile, je trouve ça fabuleux. Et puis bon, voilà, si tu dois sortir comme Senna, c'est pas très grave, quoi. Mais c'est une page tournée. Ce qui est intéressant, c'est que la course automobile aujourd'hui, elle est quand même déjà, pour avoir été un grand fan de Formule 1 pendant très longtemps, et je parle au passé parce que, mais je sais pas si c'est un lien, mais elle est elle-même très aseptisée. Oui, c'est ça, mais de toute façon, on est rentré dans cette époque-là. Et après, bon, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les grands entrepreneurs, c'est-à-dire les gars qui sont allés hyper loin. Je vois Xavier Niel, c'est des Patrick Drahi, bon, après, on les aime pas, on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est des mecs qui ont pas peur, quoi, ils sont allés au bout de leur ambition, voilà. Non, mais pour moi, il n'y a pas un modèle, mais c'est-à-dire, j'ai de l'admiration pour tous les entrepreneurs, je pense que c'est formidable d'entreprendre. Ensuite, moi, ma référence, c'est quand on est il y a l'entrepreneur et entrepreneur. Si l'entrepreneur qui veut se mettre dans la compétition de la taille, bon, c'est peut-être gringard, mais moi, c'est les trucs de vestiaire de rugby, mais je trouve que voilà, c'est autre chose, quoi. Mais c'est intéressant comme point de vue. Donc voilà, et j'ai créé une autre. Donc pour revenir peut-être sur mon parcours, j'ai eu envie comme c'était la mode des startups et autres, j'ai eu envie de monter ma propre boîte. Et là, je me suis dit, les gens me posent toujours des questions pour savoir qu'est-ce que je conseille, où est-ce qu'il faut investir. Parce qu'à l'époque où quand je passais encore plus à la télé, en sortant de C'est dans l'air ou je sais pas quoi, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire ma grand-mère est morte, j'ai 200 000 euros, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Et je me suis dit, bon, il y avait les bouquins bien évidemment, mais je me suis dit, bon, il y a un truc à faire là-dedans. Donc j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit, tiens, je vais faire un conseiller en gestion de patrimoine.
indépendant, hein, on appelle ça un CGPI, offline, online, puisque c'était la mode, ça commençait déjà la mode de l'omnicanal, on le disait pas, ça s'appelait pas comme ça, ou le C'est en quelle année là? C'est en 2000, c'était il y a 7 ans. Ok. 2010-2011. Ouais. Phygital, omnicanal. Et là, je me dis, mais comment je peux faire pour à la fois utiliser ma notoriété relative hein, et pas payer de l'acquisition, aller acheter des mots-clés sur Google, tous ces trucs-là. Je me dis, ça, je vais perdre une fortune. Et je me dis, bah tiens, je vais faire une newsletter quotidienne. Sachant que on revient là-dessus parce que c'est vraiment le cœur aujourd'hui de la manière dont aussi je t'ai connu. Mais ce que tu viens de dire, c'est important parce que dans la finance en particulier, mais dans certains métiers, l'acquisition, l'achat de mots-clés sur Google, de gestion de patrimoine ou placement d'argent ou assurance vie, je veux dire le clic qui va te coûter 15 €. Ouais, il coûte la marge quoi en fait. Et voilà, donc quand tu investis tout dans Google, tu gagnes plus rien. Voilà, on travaille pour Google, ce qui m'emmerdait. Et donc là, je me dis, bah en fait, je vais écrire une newsletter. Ouais. Et puis je vais créer une communauté. Et puis cette communauté, elle va me faire confiance. Et puis comme ils vont me faire confiance, et je vais leur vendre, on va leur vendre des produits. Donc moi, commence à écrire la newsletter. Je tombe sur un gars formidable qui avait une société qui était lui-même conseiller en gestion de patrimoine, qui avait lui-même déjà créé une petite boîte qui faisait de l'omnicanal, il faisait du offline online, d'accord, qui distribuait de l'assurance vie notamment. Et c'est une formidable rencontre. C'est un mec que je cite dans un de mes bouquins et qui m'appelle en me remerciant de m'avoir cité dans un des bouquins. Je lui dis rencontrons-nous, on tombe amoureux. Il a 20 ans de moins que moi. Et donc c'est le début d'une association formidable. Donc vous vous associez là-dessus. On s'associe totalement. T'avais créé la boîte, il avait son truc et vous. Non, en fait moi j'avais créé une start-up qui avait quasiment pas de chiffre d'affaires. Lui il avait une vraie boîte avec un petit chiffre d'affaires. On fusionne les deux sociétés parce qu'on se dit faut même pas se poser de questions. C'est évident qu'il y a un fit absolu. Et donc on monte mon financier. C'était sa boîte mon financier en fait. Moi j'abandonne mon nom. Le nom de ma boîte qui s'appelait Allo Finance et je trouve que mon financier c'est 100 fois plus fort et voilà et on démarre une aventure absolument incroyable parce que ce type est absolument génial et donc on a monté un truc qui fonctionne bien. Aujourd'hui on a 3 agences, une agence à Paris avenue Marceau, une agence à Cannes sur la Croisette, une agence à Rennes parce que lui sa boîte était à Rennes, donc on a développé Rennes. On est une 40aine de personnes et on a ces newsletters. Donc il y avait d'abord une newsletter du matin, puis une newsletter du soir. Je te pose juste 2 secondes. Les 3 agences, donc ça veut dire physiquement aujourd'hui, je peux aller chez mon financier et te rencontrer une jeune femme ou un jeune homme qui va me dire ton argent, il faut le mettre là-dedans. Mais on est omnicanal, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout que le gars vienne sur Internet c'est-à-dire il peut tout voir sur Internet puis venir nous voir. Il peut venir nous voir, acheter sur Internet, investir sur Internet. Il fait ce qu'il veut. Modèle économique, c'est que tu prends des commissions sur les produits que tu vends. D'accord. C'est ça. On prend les commissions, c'est totalement transparent. On est au prix du net, donc on est au moins cher de tout ce qui peut se faire. Quand tu dis c'est transparent, c'est que vous alors déjà ça va être obligatoire si j'ai bien compris. Oui, mais nous on l'était déjà. Donc ils savent exactement combien. Pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, une commission de gestion à minima qui est totalement transparente. Et nous on vend que des. Alors nous l'avantage c'est que comme on n'a pas de coût d'acquisition, puisque l'acquisition vient par la newsletter, on a la capacité de faire d'être low cost en termes donc avec le modèle internet, mais de faire de la valeur ajoutée en modèle offline. Donc on arrive à combiner les deux. Donc en fait ce qui est assez fou c'est que donc tu es conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça, la société. Enfin voilà. Ce qui est un statut réel. C'est un statut, ouais. Et toi, en fait, tes conseils, tu les donnes dans ta newsletter. J'exagère un petit peu. C'est ça, mais moi, je suis un peu l'homme sandwich, c'est-à-dire que je suis un peu le gars qui, voilà, je raconte mon histoire, et j'essaye de fédérer les gens, et puis derrière, je leur dis, nous, voilà, par exemple, nous, on est très prudents depuis 12 mois. Bon, alors là, au moment où on parle, les marchés sont cassés la gueule, donc c'est pour ça que je dis ça. Et les gens, aujourd'hui, ils sont plutôt reconnaissants quand on les ait pas poussés à investir dans des trucs un peu risqués, sous prétexte que la bourse avait monté pendant 10 ans. Généralement, quand la bourse monte pendant 10 ans, elle va se recasser la gueule. C'est pas à ce moment-là qu'il faut investir.
Alors que ça nous rapporte moins de pas les faire investir sur des produits un peu plus spéculatifs. Donc voilà, ça c'est une boîte qui marche. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est souvent le cas dans beaucoup de business, mais nous on essaie de convaincre un peu nos clients chez Causa Vostra, de leur dire mais produis du contenu, mets ça en ligne, et souvent on te répond mais je peux pas dire tout ça parce que en fait c'est payant ces conseils. Enfin, je vais pas le donner à tout le monde, tu vois. Il y a ce côté tu vois la réaction que j'ai. Alors non, mais je comprends parce que moi en fait, je crois beaucoup au modèle du média marchand. C'est-à-dire, je pense que une des façons de sortir de la crise des médias, c'est de faire du média marchand. C'est-à-dire de vendre des produits. Alors, le problème, c'est qu'il faut le faire dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire, il faut pas faire du contenu en fonction du produit qu'on va vendre, mais il faut faire un produit en fonction de son contenu. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des convictions, et en fonction de nos convictions éditoriales, on vend le produit qui correspond à notre conviction. Et c'est là le danger. Donc les journalistes, ils vont hurler si on leur dit ça, parce qu'ils disent ah ouais, mais nous on n'est pas là, on n'est pas au service du commercial. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, il faut que le commercial soit au service des journalistes. Si j'ai une conviction, si je considère que ce film est formidable et que je suis critique c'est pas grave de vendre des tickets pour ce film-là. Parce que je considère qu'il est formidable. Si par contre je considère que le truc est une merde, mais j'écris un article dithyrambique parce que je dois vendre des tickets de ce film-là, là il y a un problème. Oui, sur l'indépendance, qui te répondront, j'imagine, c'est qu'ils oseront pas dire que c'est une merde parce que c'est le même producteur, parce que c'est les mêmes acteurs, parce qu'on leur fera la gueule, parce qu'on voudra plus leur payer. Nous on dit pas que c'est une merde, mais on vend que ce qu'on aime. Mais ça t'arrive de dire qu'un produit te plaît pas ou est pourri, non, on le vend pas l'acheter. Tu le vends pas, d'accord. Non, mais tu peux le dire éditorialement. Je peux le dire, mais je vais pas. Mon but, c'est pas de démolir des trucs. Mon but, c'est de vendre des choses dans lesquelles on croit. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est très conservateur depuis 1 an parce qu'on pensait que les marchés allaient se casser la figure. On a vendu du fonds en euros. Tout le monde s'est foutu de notre gueule parce que le fonds en euros, c'est le produit le plus ringard du monde. Mais c'est pas grave. Moi, je préfère aujourd'hui. Les gens en 2018 chez nous, ils n'ont pas perdu d'argent. C'est super important. Donc nous on a des convictions. Il y a quelques années on disait l'immobilier allemand, c'est incroyable que l'Allemagne soit aussi en retard en termes de prix de l'immobilier, notamment à Berlin. Bon, on a vendu un produit d'investissement collectif sur l'immobilier allemand. Voilà, aujourd'hui on a une autre idée, on va faire un produit, et puis si c'est plus notre idée, on arrête de le vendre. Donc si je dois post-rationaliser, je voudrais revenir après là-dessus sur ces conseils ou tes opinions, ambitions. Ton business aujourd'hui, c'est de d'écrire, c'est de vendre des produits, mais c'est d'écrire et de publier, parce qu'il y a de la vidéo, il y a pas mal de choses sur monfinancier.com, un certain nombre de choses qui sont des conseils objectifs sur lesquels tu vas pousser des produits que tu as. C'est ça. Et jamais des produits tiers. Non, c'est d'autres personnes. C'est que ça peut être des produits. Non, c'est pas de pub. C'est-à-dire que le produit, il faut. Les tiers te payent pas pour un produit que tu vas pousser. Si jamais je m'appelle, je sais pas, BNP, je voudrais pousser un truc que t'aimes bien. Je te dis. Zéro publicité, zéro lead. On vend pas des leads. Zéro brand content, tout ça, non. Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir. Par contre, je peux aller voir la BNP et lui dire, voilà, nous on pense qu'il y a ça, est-ce que vous pouvez nous faire ce produit-là qui correspond à notre anticipation? Ils vont nous dire oui ou non. D'accord. Donc en fait, on a nos propres anticipations, on a nos propres convictions, on a créé une communauté, on a 160 000 personnes qui reçoivent cette newsletter. Et ces gens-là, nous on organise par exemple des conférences tous les jeudis dans nos agences. On a entre 80 et 100 personnes tous les jeudis qui viennent. C'est pas les mêmes. De 25 ans, de 60 ans, de 75 ans. Et ça, c'est formidable. On a une vraie communauté. On a des gens avec qui on a une communauté de vision. Et moi, je suis hyper content parce que souvent, les gens me disent, alors c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Moi, je suis dans la finance, machin. Mais ma femme qui n'y connaît rien lit ta newsletter tous les matins. Et le type est content parce que du coup, sa femme comprend ce qu'il fait. On revient sur le prosélytisme, la vulgarisation. C'est fantastique. Mais ça, c'est génial. Mais moi, on m'a dit ça ce week-end. J'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a fait super plaisir. Et ça, c'est applicable à plein de business, en fait. Je veux dire, demain, je vends Je pense que c'est applicable à tous les business. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui,
Les médias ont une richesse absolument incroyable, c'est qu'ils pourraient vendre des produits. Il faut juste qu'ils arrivent à être crédibles. C'est-à-dire que pour être crédible dans la vente du produit, pour être crédible, il faut être indépendant. Pour être indépendant, il faut vendre que ce qu'on aime. Donc voilà, c'est simple. Je conseille un restaurant. Bon, si j'ai un pourcentage sur les réservations dans ce restaurant, parce que j'aime ce resto, parce qu'il est génial, parce que je le trouve fantastique, moi, ça me choque pas. Leur problème aux médias, c'est que si jamais demain je prends les Échos, par exemple, je m'appelle les Échos, je me dis je vais mettre mes propres produits sur le marché. Bon, alors déjà, il y a souvent des problèmes avec les journalistes, puisque en effet, tu en as parlé tout à l'heure, mais aussi potentiellement les clients. C'est-à-dire que ils vont se dire, je vais avoir une forme de conflit d'intérêt, je vais pousser mes produits dans mes articles. Non, parce que tout ça, c'est un travail de fond. Nous, par exemple, pendant un an et demi, on a vendu 0 produit. D'accord. Nous, il y a des journées entières, on met 0 push pour un produit. D'accord. Parce qu'on veut pas agresser les gens. Et les gens, s'ils achètent, c'est parce que justement, on les agresse pas. D'accord. Ils ont un événement dans leur vie patrimoniale, ils ont perdu quelqu'un dans la famille, ils ont touché une prime. À ce moment-là, ils viennent vers nous. Mais je crois que c'est un problème de... Moi, j'ai eu ce débat avec pas mal de gens dans les médias et bon, ils comprennent pas, heureusement. Je veux dire, bon, heureusement, ce que je dis, c'est heureusement, ça marche encore pour certains médias, donc ils n'ont pas besoin de chercher une alternative. Mais il y en a plein pour qui aujourd'hui, ils font de l'événementiel, ils font plein de choses autour. Mais moi, je me dis, c'est complètement dingue, quoi. Je veux dire, c'est des gens. Moi, j'ai confiance. Alors moi, les Échos, je les lis tous les jours et j'ai confiance dans les Échos parce que je trouve que la qualité de rédactorial est fantastique. Si un des mecs me disait, voilà, moi j'ai une conviction. Et voilà ce que j'ai trouvé comme meilleur produit pour cette conviction. Le journaliste lui-même, pas le commercial, pas le vendeur. Et derrière, c'est lui qui allait me chercher ce produit-là. Mais moi, je vais l'acheter tout de suite. J'ai un gars qui fait des critiques cinématographiques. Bon, moi, si lui me dit clique ici pour acheter le billet d'un film qu'il a conseillé, je vais y aller. Ça me dérange pas. Mais pour moi, le vrai marchand, ça doit être l'éditeur de contenu, c'est-à-dire le journaliste lui-même, l'homme de conviction. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un modèle on est partout sur des plateformes de vente de produits sans conviction. D'accord ? Ouais. Bon, moi, on a besoin d'être guidé. Moi, je veux pouvoir faire confiance à telle ou telle personne. C'est pour ça qu'il y a le succès des blogueurs. Ouais. Ces influenceurs. De la niche et de... Ouais. Voilà, parce que les gens leur font confiance. Ils disent, alors après, c'est pas toujours très clair de savoir ils vendent une crème parce que ils ont été incentivés. Il faut créer un climat de confiance. Si on crée un climat de confiance, derrière, alors si on n'a pas besoin de ça, si le modèle marche et les Échos marchent bien, il n'y a pas besoin de le faire. Mais pour certains médias, je trouve que ça serait une solution de sortie de crise. Et donc là-dessus, toi, tu touches autant diplômé de 25 ans, 23 ans, qui commence son boulot. On a des soirées, on fait 3 types de soirées. On a des soirées thématiques, on a des soirées générationnelles. On fait 25-40 ans, 40-60 et plus de 60. On a autant de monde à toutes les soirées. Et si, je sais pas si c'est une question que je peux te poser là, mais si je te dis, j'ai 25 piges, je gagne 2500 € par mois, je peux mettre 100 € de côté de ce que je dépense. Toi, tu dis qu'il faut le faire et tu dis qu'il faut faire quoi? Je sais pas, alors c'est pas on a des produits, si, non, mais je peux te répondre tout de suite. Nous, par exemple, on dit qu'il faut mettre un pied dans l'immobilier, mais que tu peux pas te payer ton appart pour l'instant. Donc, il y a, par exemple, les SCPI, c'est-à-dire des produits d'investissement immobilier mutualisés dans lequel tu mets un peu d'argent tous les mois. On peut même te monter un petit crédit sur ce produit-là et tu te constitues un petit patrimoine. À la fin, dans 10 ans, tu as 100 000 balles. Donc, en mettant quelques centaines d'euros de côté par mois. Donc voilà, oui, il y a des solutions pour tout. Nous, ce qu'on dit surtout aux gens, c'est commencer à épargner, c'est-à-dire le plus tôt possible. Ouais, alors on n'est pas débile, je veux dire. Je veux pas dire un mec de 30 ans d'épargner pour sa retraite. Je sais que c'est pas crédible. Et un gars de 25 ans, il a pas les moyens d'épargner, mais c'est un état d'esprit, c'est-à-dire il faut pas devenir radin. Pas du tout, il faut profiter de la vie, mais il faut toujours garder un esprit de constitution de patrimoine pour pas se retrouver à 50 ans ou à 60 ans en se disant mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Ok.
Raconte-moi en 2 secondes, donc tu me dis que tu dors 8 heures par nuit, comment t'organises ta journée? Parce que c'est quand même ta newsletter, elle part à quelle heure? Elle part tôt, elle arrive à 9h30, mais moi je la finis à 8h30. Donc tu te lèves. Donc moi je me lève à 6h30, Ouais. j'ai la chance d'habiter juste à côté de mon bureau, donc je suis au bureau avant 7h, enfin je me lève entre 6h15 et Tout bon 6h30. financier, t'es habitué à bosser tôt. Toujours, parce que Ouais. moi je commençais sur les marchés d'échange et on était obligé d'arriver avant la clôture de l'Asie. D'accord. Donc j'ai toujours travaillé à 6h30, j'ai toujours été au bureau. Et là je lis toute la presse en diagonale et puis je vois les articles qui m'arrêtent et je me dis, bon bien évidemment il y a des sujets auxquels j'ai réfléchi la veille, parce que bon c'est l'actualité de la veille, mais j'aime bien la fraîcheur de la presse du matin. Et t'y as réfléchi mais t'as pas écrit. C'est-à-dire que Non, j'écris jamais. feuille blanche. Ouais, alors ça, j'ai appris ça. J'ai vachement appris moi par les professionnels des médias et j'ai appris ça par la BFM, la radio. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais une chronique tous les matins à 8h15 pendant 16 ans et j'ai essayé quelques fois de la préparer la veille. Et des pros qui étaient avec moi me disaient ne le fais jamais parce que t'as pas la fraîcheur. Mais je dis c'est les mêmes événements. Je vais parler du même événement, donc pourquoi attendre demain pour l'écrire? Il me dit parce que tu vas voir quand tu vas regarder la presse du matin ou l'ambiance du jour par rapport à ce qui s'est passé, comme le temps, comme tout va très vite, bah tu l'écriras pas de la même façon, tu le diras pas de la même façon. Et c'est vrai que c'était donc j'ai arrêté de faire ça et j'ai toujours tout fait le matin même parce qu'il y a une ambiance particulière qui est pas tout à fait la même que la veille au soir. Donc bon, c'est comme ça. Je trouve qu'on est dans une vraie fraîcheur. On voit la presse du matin. Alors bon, c'est un concept parce qu'il y a plein de journaux. Les Échos, je peux les avoir la veille sur ma tablette, mais il y a une ambiance. Donc j'arrive, voilà. Enfin, je fais et je consacre ton truc en 1h30, quoi. Je consacre 1h30, mais intense, ultra dense, ultra concentré. Personne te dérange. Personne me dérange. Il y a personne d'abord. Donc les gens arrivent au bureau à 8h, 8h30. Et là, je me focalise. Alors, il faut dire que je suis imprégné de tout ce qui s'est passé la veille. Donc, je découvre pas les infos en me levant le matin. Donc, oui, mais c'est pas court. Je veux dire, ton truc, il y a quand même quelques trucs, etc. Non, mais j'arrive le matin, j'ai déjà plein de choses à sortir. Okay. Je suis sur mon scooter, je me dis, en allant au bureau, je me dis, voilà, ce matin, et d'ailleurs, ce matin, j'ai raté ce que je voulais dire. Je voulais dire, en fait, j'aurais dû mettre en titre, je m'en suis voulu, j'ai pas mis le titre que j'ai voulu. Bon, voilà, mais, parce que ce matin, je voulais dire, si t'étais Macron, tu ferais quoi? Parce que c'est la grande question du jour. Moi, je sais que ça sera diffusé dans quelques temps éventuellement, mais c'est de dire voilà si donc ça c'est voilà je me pose, je réfléchis. En fait, j'y réfléchis tout le temps. Voilà, je réfléchis tout le temps. Ça sort. Ça jaillit quoi le matin. Tu réfléchis à celle du lendemain, du coup direct quasiment. Ouais, enfin oui, en fait c'est comme le média marchand, c'est-à-dire qu'en fait ce que je produis c'est ce à quoi je réfléchis. Le produit que je vends dans la newsletter, c'est le produit, c'est lié à l'idée que j'ai eue et la conviction que j'ai. C'est à peu près le même esprit. Et derrière tu tournes la vidéo. Je tourne tout de suite la vidéo. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vient me filmer dans mon bureau, donc je bouge pas. Lié au texte que tu viens de. Oui, alors bon, j'ai pas encore trouvé la formule la meilleure, mais là-dessus je travaille. C'est un podcast, je te le dis. Ouais, je sais, c'est ce que tu m'as dit, mais et voilà. Et puis derrière, après je commence ma vie d'entrepreneur, quoi. Ça, parce que après je m'occupe de ma boîte qui est Roland. Avant c'était du ouais. Non, avant, je rigole. Avant c'est média. Oui, mais ça fait partie de ta vie d'entrepreneur. Voilà. C'est pour ça que je me moque de toi. Non, mais je commence mon autre vie qui est ma vie de Roland de conseil. Et voilà. Donc, et ensuite j'ai créé un petit papier pour la newsletter du soir, qui est une newsletter plus boursière. Okay. Donc et voilà, et puis à partir du mercredi, j'écris mon émission du week-end, puisque j'ai une émission hebdo sur BFM Business qui s'appelle C'est votre argent, qui est diffusée, multidiffusée le vendredi à 19h, le samedi et le dimanche. Et où là, bon là c'est un régal pour moi. Hein. C'est en fait, je l'anime, c'est-à-dire je reçois 3 économistes et 2 gérants. D'accord. Et on voit tous les thèmes qui ont marqué la semaine. Et moi, c'est un régal parce que je veux dire, essayer de rencontrer 6 personnes par semaine pour leur demander leur avis, ils m'auraient tous envoyé boulet. Les faire venir sur un plateau, c'est plus simple. Et du coup, j'écoute. En fait, moi, c'est très marrant parce que je me dédouble. Je suis à la fois animateur, mais en fait, je suis et spectateur. Et donc, je les regarde, et j'arrive à faire ça maintenant. C'est ça qui est super bien, c'est que j'arrive à écouter
en animant, parce que souvent les gens qui animent, ils sont plus focalisés sur leurs questions que sur ce. Et moi, j'arrive moi, j'en profite. C'est-à-dire, je sors de là, j'ai toujours, je disais ça ce week-end à un ami, je lui dis, il n'y a pas une émission où je suis sorti sans avoir une idée. Les gens, bon, on parlait de la rencontre, c'est fantastique parce que voilà, on a des convictions, puis il y a un type qui dit un truc et puis on se dit tiens. C'est la chance que j'ai sur mon podcast. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, tant mieux. Mais donc j'ai ce bonheur là. J'ai le bonheur. Et tu la tournes quand? Pardon, je t'écoute. Le vendredi en début d'après-midi. Ok. Donc le week-end, t'es en week-end. Le week-end, je suis totalement au week-end, mais totalement. Mais par contre, je lis 50 journaux. Enfin. Je lis toute la presse, je lis la presse du week-end, je lis le Financial Times Weekend, je prends le Fortune, je prends tous les bouquins, tous les journaux, les bouquins, enfin bon, voilà. Et ta journée finit quand en semaine? Très tôt, je finis vers 18h30, 19h. D'accord. Non, j'ai une vie de retraité. Il commence à 7h jusqu'à 19h, c'est pas mal quand même. Ça fait quand même une bonne douzaine d'heures. Et tu écris tes bouquins quand? Au bureau. Okay, j'ai toujours écrit au bureau parce que comme c'est des bouquins qui sont imprégnés de l'ambiance dans laquelle je suis, c'est vraiment pas les mecs qui va se mettre face aux vagues dans un phare en Bretagne. Moi, ça serait totalement décalé. J'écris pas de la poésie, je suis pas écrivain. Je raconte, je suis une sorte je fais des récits sur le monde que je suis en train de vivre. Donc, il faut que je sois dans l'ambiance du bureau. Au contraire. Ok. Et toutes ces années de trading, d'entrepreneuriat, de choses comme ça, il y a quand même cette activité boursière, de choses de réflexion permanente, etc. T'as des soupapes, t'as des choses qui te permettent de. Mais c'est mes soupapes, ça en fait. Hein. C'est ça qui m'éclate. Je me suis posé la question parce que je me suis dit, quand t'arrives à un certain âge, tu te dis, il faut avoir un hobby. Donc les gens t'emmerdent avec le golf. Plein de trucs comme ça. Oui, et la méditation. Ouais, bon, la méditation, ça c'est un cauchemar. Ça c'est comme les trucs pour les millénials. Ça c'est comme l'équilibre entre la vie privée, tout ça c'est un cauchemar. Je fais de la boxe. C'est parce que tu fais du pied-point. Tu sais que tu connais Ray Dalio, donc. Oui, bien sûr. Ray Dalio, qui est donc un Bridgewater, un immense. Alors c'est peut-être un Ray Dalio que t'aurais immense, gestionnaire de fonds, immense. C'est peut-être en te comparant à lui. Ouais, je me compare même pas à lui là. Que t'as pas allé. Mais lui, par exemple, je l'ai entendu dire récemment, et je pense qu'il est potentiellement un peu comparable générationnellement et dans ce qu'il a vécu. En tout cas, il dit qu'il a découvert le yoga tardivement et qu'il trouve ça fantastique. Mais c'est peut-être que t'as jamais essayé. Mais je suis content pour lui. Mais malheureusement, j'ai essayé même la méditation. Je trouve ça affreux. C'est pas pour moi, c'est générationnel. D'accord. J'y suis pas du tout. Ok. Donc non, je suis pas du tout dans ce trip là, non. Pas de soupape, pas de choses. Enfin, c'est ton. Si, je fais de la boxe 2 fois par semaine. Donc bon, c'est quand même une vraie soupape ça. Mais j'ai pas besoin de soupape parce que j'ai pas de. Enfin, t'as pas de décompression. Je veux dire, c'est comme un mec qui aime le golf, qui ferait du golf toute la journée. Donc on lui dirait, mais est-ce que t'as une soupape? Et il dit non, c'est ma passion. Moi, je sais pas, j'ai pas besoin de soupape. Je travaille pas, quoi. Je me fais plaisir. Donc, je rencontre des gens à l'émission qui sont géniaux. Je vois des entrepreneurs toute la journée, des mecs qui sont cotés en bourse ou des gens qui veulent se coter en bourse, ils sont géniaux. Ma journée, elle est faite que de rencontres avec des gens que j'aime bien, quoi. Donc, soit que j'admire, soit donc ça c'est fantastique, quoi. Donc je vois pas. Enfin, ma journée, c'est une soupape, quoi. D'accord, la vie est belle, quoi. Ouais, ça va. Non, franchement, je peux pas me plaindre. Je trouve ça très sympa. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Si tu avais l'occasion de rencontrer Marc quand tu sors d'HEC, par exemple, ou après le service militaire, peut-être avant toutes ces années de finance, etc., que tu peux lui dire un petit conseil, lui glisser un truc. Ouais, je lui dis, prends 20% de ce que tu gagnes, mais l'autre côté, file-le à quelqu'un, et surtout, il faut pas que tu aies accès à cet argent-là, parce que comme tu seras joueur, et comme t'es déjà un peu joueur, je lui dirais ça, quoi. Je dirais, ne sois pas raisonnable, c'est pas la peine, mais juste
confie, fais une sorte de prélèvement automatique de 20% de ce que tu gagnes et fous-le sur un truc que tu peux pas toucher, avant 60 ans. À part ça, je lui dirais pas grand-chose. T'aimerais bien, là, dans un an, avoir accès à 20% que t'as gagné. Mais à part ça, franchement, je lui dirais rien parce que je regretterais pas. Ensuite, je lui dirais probablement que bon, c'est pas grave de tomber, on peut rebondir. J'ai rebondi 2-3 fois. Ouais. Mais du coup, j'aurais pas dû avoir peur de tomber encore, quoi. C'est pas grave. Et j'ai pas ressenti tout à l'heure quand tu me disais que t'étais tombé d'énormes blessures, de choses comme ça, et pourtant ça t'a quand même retenu d'aller plus loin. Et du coup, t'as quand même pris cher. Enfin, je veux dire, non, c'est l'échec. Alors, c'est pas forcément les échecs. À la limite, les 2 fois où j'ai tout perdu financièrement, ça m'a pas trop fait peur. Ça, je m'en fous, parce que c'est plutôt de se planter en entreprenant. Et je sais que tout le monde dit il faut se planter 2 fois pour réussir une 3e fois. Quand je me suis planté, je me suis dit quand même merde. Mais c'est de l'estime de soi, du coup, plus que. Tu dis, puis tu te mets en doute. C'est parce que tu venais de haut, parce que tu te prenais pour un génie. Ouais, et puis tu te dis, est-ce que je suis la vraie question, c'est est-ce que je suis un bon entrepreneur? Tu vois, et donc si t'es pas sûr, il faut être un peu maso, un peu mégalo quand même. Donc moi, comme j'étais mégalo avant, je l'étais plus après. Une fois que tu as perdu ça, il faut être un peu, pas irresponsable, parce qu'on a une énorme responsabilité, il faut être un tout petit peu, il faut garder cette part de mégalomanie. Si on la perd totalement et que du coup on est trop humble, il se passe un truc, quoi. On a perdu un moteur qui est un moteur puissant, quoi. L'entrepreneuriat, il y a des moteurs puissants, l'ego, la mégalomanie, c'est quand même des moteurs puissants, quoi. Il faut pas les perdre totalement, quoi. Sans devenir insupportable, mais il faut pas les perdre. Je dirais pas que t'es mégalo, mais t'as dans ton contenu, je trouve l'assise que t'as un côté très, je trouve, serein et sûr de toi, que tu dégages, je trouve. Mais quand t'en parles, tu dis il est pas assez sûr de toi ou pas assez. Non, je suis sûr. Ça t'a pas permis de t'envoyer en l'air dans le business. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a 2 choses. Je suis un homme de conviction. Ouais. Donc j'ai des convictions. Je dis pas que je suis sûr de mes convictions. Mais je suis sûr qu'il faut transmettre ses convictions. Okay. Ça, c'est une évidence. On se trompe, les gens vous aiment pas, ils vous aiment pas, mais il faut pas essayer de faire autre chose. Moi, je suis un homme de conviction. Je transmets mes convictions. J'ai pas d'assurance sur mes convictions. J'ai l'assurance sur le fait qu'il faut être transparent et transmettre ses convictions. Donc, être un homme de conviction. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de la compétition de l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai été trop mégalo et un ego surdimensionné, et je pense que probablement à un moment je suis passé du côté obscur de l'humilité, et ça c'est très mauvais en fait. J'adore cette discussion à bâton rompu. Du coup, ça m'a fait perdre la question que je voulais te poser sur on parlait de contenu de mégalo, oui, t'es clivant. Il y a des gens qui des gens qui t'aiment pas. T'as des gros haters. Ah ouais, j'ai des gens qui me détestent. J'ai des messages sur Twitter de gens qui me détestent. J'ai 46 000 ou 47 000 followers. Ah ouais, je suis hyper clivant. D'ailleurs, les gens autour de moi me disent, à chaque fois qu'on parle de toi, soit les gens t'adorent, soit ils te détestent. Il y a personne qui dit... Je l'ai un peu ressenti en parlant à 1 ou 2 personnes en disant que je te recevais. Ah, mais les gens me disent... soit les gens me disent, mais je suis un fake, quoi. Soit les... Non, parce que parce que je pense qu'à partir du moment... Moi, je suis libre. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un élément essentiel. J'ai toujours été libre. Électron libre, libre de tout, indépendant financièrement, dépendant de personne, anti-establishment, donc je m'en foutais. Bon, ça m'a coûté probablement du business, mais je m'en fous. Passion pour les entrepreneurs, donc j'ai une totale liberté. Donc quand on a une totale liberté, on dit ce qu'on pense. Quand on dit ce qu'on pense, il y a des gens qui vous détestent. Non, moi j'ai vraiment des gens qui me détestent, mais j'ai des gens qui m'aiment bien. Et c'est apparu quand, tu t'en souviens? Enfin, c'est pas compliqué au début quand il y a des gens qui te détestent. Il y a pas un moment. Non, parce que je pense qu'il y a eu un moment de ma vie où j'étais détestable, donc c'était normal. Tu l'assumais, tu le savais. Je l'assumais pas, je m'en rendais pas compte, puisqu'on on s'en rend pas compte, quoi. Quand on a un gros ego, on se rend pas compte qu'on est détestable. Et ensuite, après, j'ai exprimé mes opinions très directement, notamment au moment de la crise financière où j'ai dit ce que je pensais quand même des banques et de la finance. J'ai pas craché dans la soupe, mais j'ai dit la vérité.
Bon, ben là, c'est clair que à partir de là, on est grillé auprès d'une partie de l'establishment financier. Mais ça, je m'en fous complètement, quoi. Ça, j'en ai pas assez parlé. C'est probablement le truc dont je suis le plus fier, c'est d'être resté libre tout le temps. Et du coup, en plus, tu te retrouves quand même un peu le cul entre deux chaises parce que à la fois, t'as ce côté golden boy assumé, passé, tu le dis, je l'assume, j'ai appris, etc. À la fois, t'es grillé dans ce système financier, comme tu le dis, donc ça. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'establishment, il est has-been, quoi. Ouais. Comme partout, quoi. Macron a dégagé, on verra ce que ça donne, mais c'est plus le sujet. C'était le sujet il y a 10 ans ou 15 ans, où là on était étouffé, mais avec toutes ces startups, les fintech, les choses comme ça, aujourd'hui, c'est le règne quand même de l'entrepreneur. On n'a pas besoin de lécher le cul de 10 mecs dans des autorités administratives pour être bon. Il n'y a pas un moment où tu as eu peur, justement, d'être de te griller? Non, parce que je me suis grillé, voilà, je me foutais, quoi. Non, mais ça, c'est le côté joueur aussi. On n'a jamais essayé de te dégager de BFM ou de différents endroits parce que t'étais... Je crois pas, je crois pas, je sais pas, mais je crois pas. Mais oui, mais BFM, je suis pas employé, enfin, je suis libre aussi, donc à la limite, me dégager de BFM, ça veut rien dire. C'est-à-dire que si un jour, ils me disent, t'arrêtes, c'est pas, enfin, je m'en fous, quoi, enfin, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est-à-dire que... En fait, je suis chroniqueur, extérieur, c'est pas mon métier, c'est pas mon gagne-pain. S'il y a un moment, c'est pas, je pense qu'on me dégagera plus ou je partirai quand je me rendrai compte que j'apporte rien, quoi. Et alors à ce sujet, parce que tu as bien émergé dans les médias, puis après on va quand même, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble et je vais te laisser, il est bientôt l'heure que tu rentres chez toi. Hein. Que je me couche. C'est ça, parce que tu dois te coucher tôt en plus. Bien sûr. Non, je me couche 8 heures. Non. 8 heures, j'exagère un peu, mais je fais 7 heures, non, ça va quand même, ouais. J'ai le temps. Et alors, je vais te prendre un cas très personnel. J'aurais pu attendre depuis enregistrer, mais je me dis qu'on va en profiter. Je passe de temps en temps, et là, cette semaine, en l'occurrence jeudi soir, je crois, sur BFM Business. Je suis invité, etc. Enfin, chroniqueur comme toi, du coup. Chez qui Chez Sébastien Coinon. Formidable. Formidable. Type très sympa, vraiment très sympa. Il est formidable. Et même quand ça coupe, et même quand voilà, sur donc Tech & Co. Et c'est un vrai pro. Et comment alors, j'ai été invité une fois. Je réussis à être invité une deuxième fois, donc je suis content. Comment je réussis à être tout le temps invité, à gagner? Parce que finalement, c'est bien pour le business, c'est bien pour en étant en étant passionné et sans langue de bois. Je pense que c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on attend de gars comme toi qui connaissent leur métier, qui connaissent leur environnement, de livrer les choses sans. Il faut pas réfléchir à ce que tu dis. C'est-à-dire, il s'agit pas de dire des bêtises, mais il faut être spontané, il faut parler comme un homme de cœur avec ses convictions de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on voit. Et je pense que ça, c'est la clé. Après, on n'aime pas. Et puis après, tant pis si ça marche pas. Mais il faut pas essayer de devenir un professionnel de la communication quand c'est pas son métier. Il faut être un professionnel de son métier et essayer de le transmettre le plus facilement possible. Et le plus simplement possible et avec le plus de passion possible. Écoute, ça revient sur ce que tu disais sur la préparation, pas trop préparé sur ce... Non, il faut préparer le fond. Oui, bien sûr. C'est-à-dire les chiffres, les 2-3 jours avant. Je veux dire, si tu le fais dans le dernier run. Parce que tu vas parler de ton métier. Ouais. Tu vas parler des choses que tu connais. Donc, a priori, t'en es imprégné. Ouais. Il faut transmettre tout ce qui t'a imprégné dans les semaines qui viennent, qui sont passées. Ok, il faut pas chercher le buzz, quoi, non plus. Non, parce que le buzz, moi, il m'arrivait de le faire, mais il vient de... je vois bien, il y a des tweets qui sortent, c'est pas ceux qui marchent le mieux, c'est pas forcément ceux où je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, parce qu'à un moment, on exprime un truc très profond avec énormément de force, et ça prend. Et donc, avant de te laisser sur cette beau dernier conseil, je te remercie parce que ça me sert bien. On te suit où? On te contacte comment? Donc, monfinancier.com. Le mieux, c'est ça, franchement, parce que c'est vraiment moi, quoi. Il y a un formulaire de contact derrière. Voilà, tu vois les mails la newsletter, elle est gratuite. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous à la newsletter. C'est vraiment franchement je me livre totalement. Si on n'aime pas, on peut t'insulter sur Twitter, de toute façon t'es habitué. Ouais, je suis habitué, ça me dérange pas, ça me motive. Ça me réveille, ça me permet de rester dans la compétition, même si je donne des cours de tennis au lieu de faire Roland Garros. T'as pas l'air complètement hors compète, je te rassure. Je te remercie mille fois. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très cool, j'ai vraiment apprécié ce
cet échange franc. Et je vous remercie à tous de noter si vous avez apprécié ce podcast 5 sur 5 sur iTunes, de le partager. Si vous l'avez pas apprécié, ne le notez pas mal, mais insultez-moi sur Twitter aussi, vous avez le droit. Moi aussi. Mais a priori, vous serez plus là au bout d'une heure 42 de podcast. Et puis je vous dis à bientôt sur Génération Do It Yourself. Suivez Marc Fiorentino, abonnez-vous sur monfinancier.com et à très bientôt. Salut Marc. Bonne soirée. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.